Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. J'ai adoré faire ce podcast en compagnie de Philippe Bloch. Philippe est multicasquette. Auteur, entrepreneur, journaliste, conférencier, investisseur. Après un stage aux États-Unis, il rentre en France et écrit le best-seller « Service compris », tiré à plus de 500 000 exemplaires. Très inspiré par les coffee shops new-yorkais, il crée le fameux Columbus Café. En l'écoutant décrire cette aventure, on comprend que ça n'a pas été tout repos. Mais je n'en dis pas plus, voici ma conversation avec Philippe Bloch. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Bloch. Le moins qu'on puisse dire, Philippe, c'est que tu es un véritable couteau suisse. Tu es entrepreneur, écrivain, journaliste, conférencier, investisseur. Je ne suis pas certain que le mot suisse soit hyper adapté avec ton franc-parler, mais on va le voir plus tard. 1994, tu crées Columbus Café. Tu as écrit de nombreux ouvrages comme Bienheureux les fêlés, Ne me dites plus jamais bon courage, Tout va mal, je vais bien, Startup Academy et le fameux Service compris, un best-seller tiré à plus de 500 000 exemplaires. Mais avant de dérouler tout ça, Philippe, je vais te demander de te présenter. Bonjour Frédéric. Tu viens déjà de faire un petit peu une description d'un couteau suisse, mais un couteau suisse est censé être utile, donc j'espère que je suis utile en tout cas par mes différentes vies parallèles et successives. Mais je crois que tu as bien résumé le truc. Fondamentalement, je crois que ce qui me caractérise, c'est sans doute d'être à la fois un entrepreneur. Je crois que c'est quand même avant tout ce qui me motive le matin, même si je le fais plus par procuration aujourd'hui que directement. Et puis un observateur des boîtes, du monde, des défauts des gens et de leurs qualités. Tes études ? Oh, classique, ESSEC, sorti en 1982, c'est-à-dire le Moyen-Âge, des gens qui nous classique, écoutent. Oui. Oui, classique, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire et qu'on a la chance d'avoir pu faire des concours qui étaient apparemment peut-être un peu plus compliqués que d'autres, mais clairement j'étais nul en maths, il faut quand même être très clair, c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'ESSEC, parce que au moins il n'y a pas de barre en maths. Je crois que j'avais eu un demi sur 20 à l'ESCP, ce qui m'a définitivement pas permis d'accéder à cette formidable école. Donc du coup non, on fait souvent des études de commerce quand on ne sait pas quoi faire de la vie, et non, faire remarquer, c'est intéressant ta question, parce que au fond, je reconnais qu'il y a eu quand même un atout majeur de l'ESSEC et que comme quoi j'étais quand même prédestiné à mes deux vies. C'est qu'au fond, je me souviens pas très bien de ce que j'ai appris à l'ESSEC au niveau des cours, très sincèrement. Peut-être que est-ce que ça a formaté mon esprit ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais président de la junior entreprise de l'ESSEC, donc il y avait quand même un peu d'appétit entrepreneurial à l'époque. Et j'étais aussi le président d'un truc qui s'appelait les Mardis de l'ESSEC. Et les Mardis de l'ESSEC, ça consistait en gros à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire interviewer des gens qui venaient en fait à l'ESSEC, des personnalités, des auteurs, des hommes politiques. Comme les matins d'HEC. Exactement, c'était le même principe. Et je m'occupais de ça. Donc j'avais cette double casquette un peu déjà, sauf que j'avais une terreur absolue. Je me souviens que j'avais un de mes copains qui est Bernard Spitz, qui est connu parce qu'il a dirigé la Fédération française des assurances, etc., qui est un type très brillant. Et on faisait ça ensemble. Et moi, j'étais plutôt le gars qui organisait ces trucs-là. J'avais une peur panique d'être sur scène. Et je voyais Bernard qui interviewait tous ces gens avec beaucoup d'habileté, de talent, etc. Je dis, mais comment fait-il pour parler en public ? Et moi qui ai fait plus de 3000 interventions publiques depuis, je me dis comment ça s'apprend et ça se maîtrise. Mais tu avais cette fibre d'entrepreneur ? Tu avais envie depuis le début ? Non. C'est quoi, ça vient des parents ? Non, je crois que les études m'emmerdaient, pour être très clair. Donc j'avais plutôt envie de faire des choses qui c'est pas uniquement très théorique. J'aime le concret en fait, et j'avais besoin de choses plutôt pas trop théoriques, même si c'est important parfois de synthétiser les choses, de réfléchir. Mais je ne pensais jamais au départ de l'ESSEC que je ferais une vie d'entrepreneur. Et je vais te dire un truc, ma mère qui a toujours vu mon père ramer en tant que, tu sais, dans cette génération des parents, c'est pas quel âge ont tes parents, mais mon père avait suivi bêtement la demande de son père de reprendre une boîte familiale qui était sur un créneau qui avait été très sympa 40 ans plus tard, mais qui était plutôt mourant. Lequel ? Le commerce de la laine. Il achetait de la laine dans le monde entier pour le vendre à des industries textiles en France qui ont toutes disparu, comme tu le sais. Ouais. Donc il a vu cette boîte décliner, maman a vu cette boîte et lui finalement aussi ramé quand même pendant des années. Il m'a dit ne sois jamais entrepreneur, sois salarié, tu seras tranquillou. Le premier truc que j'ai fait quand Service compris est sorti, j'ai créé une boîte. Donc tu vois comme quoi on n'est pas prédestiné. Il n'était pas question que tu reprennes la boîte de papa ? Oh non. D'abord, le concept même m'est absolument insupportable. Ouais. Et deuxièmement, ça n'avait aucun intérêt, aucun sens. Non vraiment, même pas out of the question, aucun intérêt. Diplôme en poche, et après ?
Diplôme en poche, classique aussi, pardonne-moi de dire ça, mais effectivement, c'est rien de plus classique en tout cas dans les années 80. Tu te rappelles qu'il y avait le service militaire avant qu'il ne s'arrête et qu'il y avait la coopération éventuellement. Et j'avais le choix entre deux. Comme quoi, la vie est aussi marrante. Tout ça détermine des vies en fait. J'avais le choix entre deux copées classiques d'entreprise, parce qu'on pouvait faire ça aussi. Je pouvais aller vendre du pneu Michelin au Canada, j'avais L'Oréal en Afrique du Sud, et puis il y avait le poste d'expansion économique de New York où il fallait pas faire grand chose en tant que coopérant, si ce n'est découvrir l'Amérique et New York, et c'est évidemment ce que j'ai choisi. New York. Qui a changé ma vie, évidemment. Oui. Et ton amour pour New York, je crois qu'il est éternel malgré tout le mal qu'elle m'a causé pendant 1 an et demi au début, où j'ai beaucoup ramé dans l'immobilier new-yorkais, si je puis dire. Raconte, vas-y. Non, mais tu sais, j'étais toujours. T'as bossé là-bas dans l'immobilier ? Non, pas du tout. Mais tu sais, quand on arrive avec 0 € en tant qu'étudiant dans une ville comme New York, où en gros, pour se loger correctement, il faut gagner $10,000 par mois, même s'il y a toujours des combines de coopérants, etc. New York, enfin Manhattan ou Oui, Manhattan, j'étais à Manhattan. Non, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que ça a un peu changé en fait le cours des choses après. Il se trouve que pendant ma copée, en fait, j'avais eu du mal un peu à me loger. Et je me souviens que j'avais l'équivalent de 1 000 € d'aujourd'hui que j'avais économisé pour justement payer mes premières semaines à New York. Et j'ai fait 3, 4, 5 appartements pendant quelques semaines jusqu'à trouver finalement l'appartement plutôt pas trop mal, à peu près accessible. J'avais donné tous ces 1 000 € en dépôt de garantie à une espèce de vieille dame d'origine russe qui vivait avec sa mère et qui me dit on part en France pendant 1 an, prenez mon appartement. Je faisais ça en colocation avec une autre Française qui se trouvait être à New York à ce moment-là. Et c'était en fait, je me souviens, c'était mi-novembre, je m'installe enfin tranquillou, je pose ma malle de coopérant, on a toujours des malles en tant que coopérant. Et un jour, je reçois, c'était un vendredi après-midi de décembre, il était mi-décembre, il pleuvait, il neigeait un petit peu, et je reçois un coup de fil du doorman, tu sais, en New York, il y a des doorman, qui me dit 7F is back. Alors, 7F, c'était le numéro de mon appartement. Ouais. Et je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et elle me dit, elle a changé les clés. Et je rentre, en fait, je retourne, je fonce, en fait, de l'ambassade à mon appartement. Et il y a une vieille dame qui dit partez, j'ai appelé la police pour dire que vous avez squatté mon appartement, que vous avez tenté de me violenter, etc. Et je ne vous connais pas. Et alors du coup j'ai appelé la police et la police m'a accusé d'avoir violenté cette femme. J'ai passé 7 heures de négociation avant de pouvoir rentrer dans l'appartement, récupérer ma malle. Et je me suis retrouvé en fait sur le trottoir. je me marre parce que c'était quand même très drôle. Je me suis retrouvé sur le trottoir en fait de Manhattan. C'était sur West End Avenue en fait. Sur un soir neigeux de décembre, moins 12, à essayer de dire où est-ce que je vais coucher ce soir. Donc c'était une nuit un peu particulière qui m'a dit j'aurai un jour ma revanche sur cette ville à la con en termes d'immobilier, parce qu'après effectivement j'ai fait un procès, j'ai jamais fait $1,000 parce qu'on avait évidemment rien signé. Enfin j'étais un jeune crétin absolu qui ne prenait pas ses précautions. Et puis je me suis dit qu'un jour je prendrais ma revanche et je l'ai prise un jour sur New York en achetant un appartement. Voilà, donc c'est pour ça que. Et tu faisais quoi donc à New York comme job ? Rien, j'étais coopérant. Tu sais, coopérant, ça fait pas grand chose. Au poste d'expansion économique, c'était censé en fait aider les exportateurs français à réussir sur le marché américain. Donc c'était mon job. Je recevais des entrepreneurs, c'est ce qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a beaucoup été modifié avec notamment Business France et tous ces organismes qui aident l'exportation française. Mais c'était mon job à l'époque. Tu restes combien de temps ? Je reste 1 an et demi. 1 an et demi après. Mais qui déclenche beaucoup de choses, parce que je sais que tu as lu quelques-uns de mes bouquins, que les services compris. C'est ça qui a déclenché toute la suite, parce que ce qui me frappe à l'époque, c'est clairement que les Américains sont sympas. Et qu'ils sont plutôt souriants et serviables, et qu'ils ont le sens du service aussi, parce qu'il est rémunéré, le service aux États-Unis. Là où en France, il est mal rémunéré, ce qui est peut-être pas totalement un accident, et une explication pour laquelle on est parfois ni très sûr. Il l'est plus en fait. Il l'est plus parce qu'il a vraiment jamais. Il a jamais ce système des tips de 15%, ça n'a jamais vraiment existé en France. Ça n'a jamais existé. Et puis surtout, l'Américain, il a conscience du service qu'on lui donne. Et mon épouse est américaine, je raconte souvent cette anecdote, mais quand on est au restaurant ensemble aux États-unis, elle m'énerve. Je l'adore, mais elle m'énerve parce qu'en gros, non pas parce que c'est moi qui paye, ça c'est pas le sujet, mais elle m'énerve parce qu'elle regarde combien je laisse. Et elle me dit, c'est pas assez, parce que le type était exceptionnel, 15-20%, non, c'est pas assez quand le mec est bien. Et elle, quand je ne suis pas là ou que c'est elle qui paye, elle a aucun problème pour rémunérer ce que te donnent les gens, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'esprit français, où en gros on veut tout le contraire de tout sans jamais en payer le prix. Comme tu le sais, j'ai eu un restaurant. Oui, je sais. Effectivement, la culture française, elle n'est pas dans le pourboire. Mais paradoxalement à ça, on ne peut pas dire non plus que les touristes américains sont ceux qui donnent le plus de pourboire. C'est bizarre quand même. C'est possible, ouais. Mais peut-être aussi parce que... ils n'en donnent pas parce qu'ils savent qu'il est inclus. Hein. Ne l'oublie pas. Aux États-Unis, ils savent que le gars est payé là-dessus. Ici, il sait que c'est 15%, mais comme on ne leur donne pas, ils vont dire en plus en donner alors que je l'ai déjà payé, si je peux me permettre. C'est pas exactement la même logique.
Non, tu sais, on est ensemble chez moi en ce moment en train de faire cette interview et juste en face, je sais pas si t'as remarqué, tu as l'ambassade du Japon. Oui, bien sûr. Et je raconte souvent cette anecdote qui, moi, m'a un jour beaucoup perturbé. Et depuis, c'est une réalité toujours aujourd'hui. Il y a en face, dans cet immeuble de l'ambassade du Japon, il y a quand même 2 à 3 psychologues qui sont chargés de rapatriement sanitaire des Japonais qui viennent en France. Il faut quand même le rappeler, je ne sais pas si tu le savais. Pour le syndrome de Paris. C'est-à-dire qu'il y a quand même chaque année 200 à 300 Japonais qui pensent venir au pays d'Amélie Poulain et qui arrivent au pays des Gilets jaunes. Il faut quand même le savoir. Et qui ne comprennent pas le choc entre l'image parisienne, de l'amour, le wife food, life food, wine, etc. Et qui se disent, mais c'est quoi ce pays bizarre? Et en fait, on a beaucoup, on en parlera peut-être, le service a énormément progressé en France depuis 15-20 ans pour plein de raisons et on pourra les analyser ensemble. Mais en revanche, il est quand même clair que la France n'est pas spontanément le pays du service et de la gentillesse. On peut le dire comme ça. En tout cas, professionnel. À titre personnel, on est formidable. Mais dès qu'il s'agit d'être au service de l'autre, on n'est pas les champions. Et c'est ça que j'ai compris à New York et qui a fait que j'ai écrit mon premier bouquin, Service compris. Voilà. Alors, je vais ventiler sur, même au niveau des régions. Je trouve que Paris, les gens sont moins conviviaux, moins avenants. C'est comme ça. Le service est meilleur globalement en province qu'à Paris. Ouais. Il faut reconnaître qu'à Paris, on vit une vie de dingo. Qu'il y a une pression, regarde, enfin, on fait cette interview en ce moment en pleine semaine de grève, etc. Comment veux-tu que les gens soient sympathiques en ce moment? Alors qu'ils passent 2h30 à essayer de rentrer dans des trains bondés, etc. La vie est dure à Paris, et c'est très compliqué. Mais c'est vrai que, c'est ce qui explique d'ailleurs que les Parisiens quittent Paris et qu'on retrouve de l'attrait de la province, c'est qu'il y a en province une espèce de convivialité plus forte, une plus grande chaleur. Très sincèrement, je pense qu'effectivement, ce n'est pas que France, c'est assez régional. En tout cas, c'est pas l'état d'esprit qui nous caractérise quand même globalement. On pourrait dire que la capitale, c'est le lieu du business et forcément, on bosse plus, les distances sont plus longues, on est plus stressé. Mais effectivement, comme tu dis, dans d'autres villes, dans d'autres capitales du monde comme New York, on n'a pas ce sentiment comme Paris. Non, les gens sont plus, sont plus détendus, sont plus serviables aussi. Tu ouvres une carte de New York, en plein New York, tu as toujours quelqu'un qui va s'arrêter pour te dire je peux t'aider. Toujours. Je m'efforce de le faire en France d'ailleurs aussi quand je vois des gens qui sont un peu paumés en disant on me l'a fait là-bas. Mais c'est ça que j'aimerais envie de dire, c'est que si on arrive à voir ça, parce qu'on est, et malgré ça, on est la première destination touristique mondiale, malgré ça, les gens adorent Paris, en tout cas les Parisiens un peu moins en ce moment. C'est une belle ville aussi. Hein. Mais c'est une ville magnifique. Mais c'est un peu le problème de la France, on attend à tout et parfois on les gâche un peu. Tes années à New York, tu rentres après parce que la coopération est terminée. Qu'est-ce qui se passe ? Alors je rentre en fait contraint, je voulais rester. J'ai pas forcément ni cherché d'ailleurs, ni vraiment trouvé de job. Mais il se trouve que, figure-toi que j'avais écrit un bouquin quand j'étais à l'ESSEC, qui s'appelait, que personne connaît, mais qui s'appelait Situation et perspectives du marketing direct en France, qui était paru en 1982, juste avant mon départ aux États-Unis, et pour lequel j'avais interviewé plein de gens, dont tu es un éditeur et tu es un imprimeur, tu connais bien la presse, dont notamment Jean-Louis Servan-Schreiber de l'Expansion à l'époque. Et cette étude avait été un peu lue dans le milieu parce que l'Expansion était très connue sur le marketing direct à l'époque, c'est-à-dire la vente d'abonnements. Et quelqu'un avait su que... Enfin bref, je te fais court, mais je reçois un jour un coup de fil du directeur général en fait de l'Expansion qui disait qu'ils avaient un projet aux États-Unis, qui savait que j'étais en copé, qui voulait m'en parler. Et c'était un projet consistant à vendre un coffret pour qui s'appelait, je crois, le nez du vin, me semble-t-il, pour essayer d'apprendre aux Américains comment déguster un bon vin. Et ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement? Ils m'appellent, ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait de développer ce produit aux États-Unis? Je dis, génial, etc. Je voulais rester, puis bon, ça va pas se faire. Et j'ai la chance inouïe, en fait, dans ces rencontres, avant de partir de ma copée à Paris, de rencontrer tout le staff de l'Expansion, Jean Boissonnat, qui était un des plus grands rédacteurs en chef du monde, et par accident, comme ça, sur ce projet. Et ils me disent, bon, finalement, ça se fait pas, mais rappelez-nous quand même quand vous rentrerez à Paris. Et je rentre à Paris début janvier 1984. Et ils me disent, on a un autre projet. On veut, tiens-toi bien quand même, en 84, c'est-à-dire il y a déjà très 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 longtemps, développer un projet d'information en ligne. À l'époque du Minitel, tu vois, avec le clavier, non pas AZERTY, mais abécédaire, qui s'appelait Téléexpansion. Et est-ce que tu veux éventuellement réfléchir à ce projet? Alors, je trouve génial. Je rentre à l'Expansion. Et par hasard, n'ayant pas du tout prévu en fait ce type de boulot, et je passe du temps aux États-Unis à nouveau parce qu'il y avait là-bas un projet plus avancé de vidéo. Ça s'appelait du vidéotex. Ça se passait notamment, je sais que tu partirais bientôt au Texas, ça se passait notamment au Texas. Et je m'aperçois que c'est intéressant, mais il se passe un événement. C'est le sortie du Macintosh en 1984. Et Joël de René est le fondateur celui qui a créé Apple en France, enfin qui a lancé Apple en France,
met un Macintosh sur le bureau de Jean Boissonnat et de Servan Schreiber, qui ne l'allume jamais. Alors que moi, j'en rêve, je suis encore avec mon Minitel dans mon bureau. Eux, ils ont cet outil absolument magique à l'époque, et ils ne l'allument pas. Et je leur dis, écoutez, il y a un sujet quand même, vous voulez le vendre de l'information en ligne à des dirigeants, avec cet outil, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement qu'avec le Minitel. Et apparemment, je ne sais pas si c'est générationnel, mais vous ne l'allumez pas. Donc je pense qu'on est un peu en avance sur le marché de l'information en ligne. Et du coup, le projet ne s'est pas fait. Et du coup, je suis un peu sabordé, puisqu'en fait, en leur disant ça, ils ont accepté que c'était trop tôt. Ils m'ont dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est comme ça que je suis devenu, en fait, éditeur du magazine. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai pris le relais de l'édition des magazines, de l'expansion, la lettre de l'expansion, plein de trucs, le club de conjoncture, Harvard de l'expansion, etc. Donc, j'ai été éditeur pendant 3 ans. Mais dans cette période-là, la nuit et les week-ends, je réglais mon problème frustrant sur le service français, et j'ai écrit ce livre Service compris qui est sorti en 86 et qui a été effectivement une espèce de truc bizarre avec 100 000 exemplaires la première année, 200, 300, 400, 500 000. On va juste en reparler. Bien l'expansion, sûr. Parce que les gens ne connaissent pas, c'était vraiment un titre. Enfin, tu dis les gens, quelques-uns qui nous écoutent connaissent encore. Les jeunes, quoi. Mais tu as raison de le rappeler, c'est vraiment important. C'est que l'expansion est née en 1967 sur le modèle de Fortune Magazine, qui était le roi de la presse économique mondiale et américaine, mort en 2017, dans l'indifférence générale, ce qui est extrêmement déprimant parce que c'était un fantastique magazine, parce qu'ils n'ont pas su se réinventer, ils n'ont pas su surfer. Ils ont laissé les Macintosh sur le côté Non, ils n'ont pas compris que le numérique pouvait tuer la presse si elle se réinventait pas, et qu'aujourd'hui on s'informe différemment, parfois gratuitement. Les réseaux sociaux sont un réservoir d'alimentation de ressources et de news qui est énorme. Et en fait, petit à petit, je me souviens, tu sais, c'est drôle parce que quand l'expansion a été concurrencée par le magazine Capital, c'est le moment où, en gros, moi, je quittais l'expansion à peu près à ce moment-là, et Jean Boissonnat, qui était le rédacteur en chef, disait « On a de la chance parce qu'on est en bonne santé ». Et il a eu cette phrase que je cite souvent parce que je la trouve absolument géniale pour n'importe quel entrepreneur. Il disait en fait, c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Et je pense que l'expansion n'a pas su changer quand ça allait bien, et quand ça allait de plus en plus mal, ils ont disparu. Donc effectivement, il faut le rappeler, l'expansion a été vraiment l'épicentre de la presse économique pendant une quarantaine d'années, avant petit à petit de descendre des marches qu'ils n'ont jamais remontées. Et c'est dommage. Mais c'est vrai que l'économie des médias, et je le vois aussi avec BFM Business aujourd'hui, qui a pris un peu ce relais d'ailleurs d'épicentre de l'information économique en France, et dans lequel j'ai fait, tu le sais, 14 ans d'émission. C'est compliqué, le marché des médias. Et quand on ne sait pas inventer de nouveaux formats pour compenser la baisse des revenus publicitaires classiques, on disparaît. Toute entreprise, tu connais peut-être ma conviction qu'aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies. Tu es l'expansion. Tu as cette idée qui te trotte dans la tête. Déjà, à l'ESSEC, tu avais écrit ton livre. Oui. Et tu as cette idée qui te germe de réécrire un nouveau livre. Tu rentres... Un vrai premier livre. L'autre, c'était plutôt une étude qui avait été publiée. Oui. J'ai lu que tu rentres de New York un peu énervé. Oui. Je crois qu'énervé, c'est souvent quelque chose qui te motive. Oui, en général, j'ai écrit quand je suis énervé. Bon. Quand je suis pas énervé, j'écris pas. Les gens comme ça sont tranquilles. Alors, Service compris, je t'ai écrit d'ailleurs, on a du mal à le trouver, forcément. On le trouve plus parce qu'effectivement, il a été retiré, 250 fois, il était édité en poche, etc. Mais globalement, les 2 éditeurs en même temps, c'est-à-dire Lattès et Marabout en poche, ont arrêté de l'éditer, à peu près de le réimprimer, pour une raison que je ne comprends pas. Ils s'en vendaient 10 à 15 000 exemplaires chaque année, il y a à peu près 15 ans maintenant. Donc effectivement, maintenant, c'est un collector sur eBay qu'il faut payer très cher. Mais pourtant, ce qui est drôle dans ce bouquin, c'est qu'en fait, tu sais, j'avais interrogé à cette occasion une 60aine de grands patrons. On évoquait ensemble, en dehors de notre enregistrement, des gens comme Pierre Bellon, comme Jean-Claude Decaux, comme Gilbert Trigano du Club Med, tous ces gens qui étaient les stars. Tu adores en ce moment rencontrer des entrepreneurs charismatiques et un peu emblématiques. Et moi, j'avais fait le même job, sauf que j'en ai pas fait un podcast, mais un bouquin en 84, 5, 6. Et c'est intéressant parce que fondamentalement, les idées de ce bouquin sont éternelles. Les exemples sont complètement périmés, mais fondamentalement, tu sais, le service, c'est de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain. Et la technologie, bien sûr, améliore beaucoup plus, d'ailleurs. On en parle peut-être aussi, je pars un peu dans tous les sens et je m'en excuse en répondant à tes questions. Non, au contraire. Mais moi, j'ai le sentiment que la qualité de service en France est formidablement améliorée, mais beaucoup plus parfois par la technologie que par l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a plus progressé en techno, avec des applis, avec de l'information, avec des sites web, avec des tas de choses, que par l'état d'esprit du Français qui reste quand même un peu scotché à Émilie Poulain versus les Gilets jaunes. Oui. Je suis en train de déprimer tous les gens qui nous écoutent. Non, tu as raison pour la tech, parce que moi, quand j'ai eu mon restaurant à l'époque, j'aimais bien aller voir les tables, par exemple, en plein milieu de leur repas, de leur dire... Tout se passe bien, vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, y compris moi dans l'e-commerce, on envoie une enquête de satisfaction automatique pour dire
ça s'est bien passé, et un coup sur 2, un coup sur 3, un coup sur 4, on a non, ça s'est pas bien passé, l'autre coup oui, etc. Et 99% du temps, on n'a même pas la réponse, et on marche par statistiques. Il n'y a plus de personnalisation pour dire comment ça s'est passé, la rencontre. Bon, après, c'est le développement des affaires qui sont comme ça. Oui, il faut se méfier de cette tendance à demander son avis aux gens tout le temps. Parce qu'il y a un moment, il y a une overdose de demander mon avis chaque fois que je vais aux toilettes. Non, il y a un moment, il y a ras-le-bol que vous me demandiez mon avis. Ça s'est bien passé, merci, je suis allé aux toilettes. Ouais, non, mais il y a des trucs parfois, il faut me foutre la paix. Non, mais là, tu es en train de mettre le doigt sur un truc réel. C'est que, tu sais, quand j'ai ouvert le premier Columbus Café, on en parlera peut-être aussi, mais le conseil que m'avait donné le patron de McDonald's France, qui était un Américain à l'époque, qui s'appelait Robin Edge, je me souviens, qui m'a dit, tu sais, nous, on a une obsession chez McDonald's, et tu es restaurateur, c'est exactement ce que tu viens de me décrire, enfin, tu as été restaurateur, il me disait, en fait, on sert chaque jour dans le monde 62 millions de hamburgers, mais un par un. Et fondamentalement, c'est ça la clé de l'expérience client enthousiasmante. C'est qu'on a vraiment le sentiment que humainement, c'est one by one, en fait. Et c'est extrêmement compliqué. Parce qu'à un moment, il y a une lassitude, une routine, une fatigue, etc. Sauf pour le client, c'est son seul hamburger de la journée. C'est la première fois qu'il s'achète une bagnole. C'est la première fois qu'il a enfin le plaisir de se faire le téléphone de ses rêves, etc. Il faut pas le briser. Mais c'est un travail sur soi qui est parfois compliqué. Encore une fois, quand j'étais restaurateur, je me souviens, j'attachais beaucoup d'importance au café et au dessert parce que c'était la dernière image que le client a de toi, et il faut que ça se passe bien. Ça, c'est la clé du service. La première impression est toujours la bonne, même quand elle est mauvaise, et il n'y a jamais une seconde chance de laisser une dernière impression. Énervé, tu rentres des États-Unis, donc oui, voilà, tu crées un bouquin. Alors, j'écris la nuit et les week-ends. Ouais. Les nuits et les week-ends, et puis... Combien de temps pour l'écrire ? 2 ans. Parce que je bossais comme une brute quand même, parce qu'entre-temps j'avais quand même un vrai job un peu jeune avec des responsabilités importantes à l'expansion. Et du coup, alors ce qui est marrant aussi, je te raconte les coulisses de comment est-ce qu'on est édité la première fois, si tu veux, parce que globalement, comment on édite, voilà. Alors j'ai écrit un bouquin. Alors qu'aujourd'hui c'est toi qui édites, hein. Oui, parce que j'en ai marre de pas être Jean d'Ormesson. Non, mais je caricature. Moi, je dis ça avec beaucoup d'humilité, et je t'explique pourquoi je dis ça, parce que les 4 derniers bouquins, j'ai décidé de les éditer moi-même, parce que globalement, dans l'édition, ou bien t'es une star. J'ai immense respect pour Jean d'Ormesson et pour les 500 000, c'est une star, quoi. Non, mais non, une fois. C'est un one shot. Oui. Après, j'ai fait beaucoup moins. Mais une maison d'édition, toutes ont un réservoir de quelques auteurs absolument stars sur lesquels se concentre la règle des 80-20. C'est-à-dire 80% des ressources sont données à 20% des auteurs, et 80% du reste des auteurs se consacrent 20% des ressources de promotion, etc. Donc à partir de là, comme de toute façon tu fais à peu près tout normalement, tu choisis, c'est toi qui fais tes relations presse, etc. Et que tu es un peu entrepreneur, aujourd'hui c'est facile. Donc effectivement, j'ai préféré m'auto-éditer sur les 4 derniers bouquins, et les 3 premiers ayant été chez des bons éditeurs, Lattès, Lafon, etc. Mais du coup, la première fois, le premier jour, j'étais un peu embêté parce que je me dis, j'ai quand même un job, j'écris ça un petit peu le soir, un peu le week-end. Jean-Louis Schreiber est sympa, il m'a donné un job important, il faut quand même l'annoncer un jour que je vais écrire un bouquin. Et figure-toi qu'en plus, j'avais, comme quoi les bons éditeurs, ils ont de l'intuition. Il n'y a pas miracle. Il y avait un type qui s'appelait Claude Durand, qui était le patron de Fayard, qui était considéré comme un des plus grands éditeurs français. Et j'avais envoyé en fait une dizaine de pages, ce qu'on appelle un synopsis du bouquin. Et il m'écrit en 2 jours, ok, on vous édite. Alors qu'il n'y a même pas encore le bouquin. Le mec, il a senti le sujet dans une France qui était pas très souriante. Et surtout à l'époque, un bouquin de marketing ou Ouais, c'était un bouquin qui raconte. Il avait senti qu'on allait raconter des histoires, que ça n'allait pas être un bouquin de prof d'université, mais un vrai bouquin qu'on allait plonger comme dans un roman du service français, en fait. Et du coup, j'étais emmerdé parce qu'il a fallu que j'aille annoncer à Jean-Louis Schreiber, mon patron, que j'allais être édité, que je faisais un bouquin. Et j'avais peur de me faire engueuler, et il me dit, écoutez Philippe, une très bonne idée, mais simplement vous n'allez quand même pas aller vous les traiter chez Fayard. Alors, j'ai dit, pourquoi me dites-vous ça? Parce que c'est pas un éditeur, c'est un imprimeur. Je dis, vous déconnez quoi, c'est un des plus grands éditeurs français. Il dit oui, mais et il a eu cette même réflexe sur les stars, non-stars. C'est-à-dire que j'ai compris dans son expression en fait qu'il était en train de dire que si j'étais pas une vedette chez Fayard, ce serait juste un imprimeur entre guillemets. Tu es imprimeur, donc c'est pas péjoratif. Je ne prends pas ça négativement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il m'a dit, écoutez, non, je vous dis pas ça négativement par rapport à Durand et Fayard. Simplement, je suis en train de lancer une maison d'édition avec Jean-Claude Lattès, qui était un autre grand éditeur au sein d'Hachette, et on va l'appeler l'expansion Hachette Lattès. Ce sera une triple édition, et j'aimerais avoir votre bouquin. Et du coup, c'est eux qui vont éditer le premier bouquin, qui a été le premier de cette série et qui a été cette espèce de succès. Jamais tu allais imaginer que ça allait faire 500 000. Non, bah attends, non, pas 100 000, mais 100 000. Je vais te dire pourquoi. Là aussi, quelle prétention quand je pense. Putain, je suis abominable. Et je vais te raconter une anecdote. Tu sais, quand tu écris un bouquin, tu dois passer sur les réunions des vendeurs. Parce que, en gros, 3 mois avant la sortie de ton bouquin, tu dois faire pitcher ton bouquin. C'est classique chez les éditeurs. Et chez les éditeurs, c'est des commerciaux. Hein.
Et j'avais fait la réunion de vente du bouquin, c'était Boulevard Saint-Germain, je me souviens, chez les vendeurs de la Thèse. Et je leur avais dit, écoutez les gars, vous ne me connaissez pas, le bouquin vous l'avez pas lu, ben voilà ce qui va être dedans. Et je vous dis un truc, on va faire 100 000 exemplaires. Et quand on les fera, ils étaient une trentaine, je vous invite tous à dîner chez Taïwan. Tu vois, l'espèce de hurluberlu prétentieux qui va raconter ça alors que j'avais 26 ans à l'époque. Et il me dit, bon, c'est qui ce dingue, etc. Je dis, on verra bien. Enfin bon. Et puis on a fait 100 000 exemplaires en un an, en fait. Boum. Et je les ai invités à dîner chez Taïwan. Et c'est intéressant parce que moi, ça m'a beaucoup appris aussi en matière de management, parce que tu sais qu'une de mes convictions, c'est qu'il faut remercier les gens. Il faut dire merci et bravo aux gens. Enfin, c'est un des axes majeurs du management. Et ils m'ont dit quand on les avait invités à dîner, c'est quand même dingue, on édite les plus grands. Personne ne nous a jamais dit merci de rien. Ouais. Et vous êtes le premier à non seulement à nous remercier, nous les vendeurs, mais à nous avoir remercié par un truc qui était un vrai cadeau. Parce qu'à l'époque, Taïwan, ça m'avait coûté quelques droits d'auteur. Je leur ai rendu quelques droits d'auteur, mais c'était un vrai bonheur de le faire. Donc effectivement, je sentais qu'il y avait un vrai sujet. Et puis de toute façon, c'est pas un miracle, hein. C'était un vrai moment, c'était un vrai sujet. Et d'ailleurs, le premier qui l'a ressenti, c'était Bernard Darty, parce que c'est lui qui avait inventé quand même le concept de service, et c'est lui qui m'a été le premier à m'appeler pour me dire venez faire une conférence chez moi. Donc comme quoi, et quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait invité, il me dit parce que j'ai du succès, mais que le succès est une invitation à s'endormir. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que c'est compliqué d'écrire quand même. Pas quand t'es énervé. Non. Non, mais je te dis ça parce que je sais que ce qui nous a... Attention, parce que je vais avoir un titre sur le podcast, je peux marquer Philippe Bloch, l'homme énervé, hein, ça peut se faire. L'auteur énervé. L'auteur énervé, oui. Non, mais tu fais comme tu le sens de toute façon. Non, mais ce qui nous a fait nous rencontrer indirectement, je crois que c'est mon bouquin Ne me dites plus jamais bon courage, sur lequel on reviendra peut-être. Mais ce bouquin, je l'ai écrit en 15 jours. Tu me diras, il est pas long. Il y a des gens qui l'ont lu, qui me disent, ça m'étonne pas qu'il soit si inintéressant. J'en sais rien s'il a pris que 15 jours à l'écrire. Mais globalement, quand t'es énervé, ça va vite. Celui-là, il allait pas très vite parce que, j'avais un job. 2, Ne me dites plus jamais mon courage, c'est un bouquin d'humeur. J'étais énervé, j'ai écrit des trucs comme on écrit un roman. Là, service compris, c'était du boulot. Il fallait interviewer des patrons, les rencontrer, c'était du temps, c'était quand même un investissement. Et ça se faisait la nuit et les week-ends, comme je te le disais. Mais finalement, ça a un peu changé ma vie, puisque si on me passe une étape, à partir du moment où Darty m'appelle, que je fais une vingtaine de conférences cette année-là, c'était en 86, en plus de mon job, je me dis, tiens, il se passe un truc, et c'est là que ma vie a basculé, qu'on crée une première entreprise. Mais c'est une envie de convertir? C'est une envie de... Toujours, je crois qu'intuitivement, j'aime bien convaincre, surtout les gens qui ne sont pas d'accord. Je me fais souvent cette réflexion quand je fais une conférence, que quand la salle est un peu rebelle, quand elle adhère pas, j'aime bien ce challenge de me dire, il faut que j'arrive à convaincre celui que j'énerve le plus. Comment essayer de faire venir les gens. Non, là, je m'étais dit que c'était une œuvre utile, parce que je ne concevais pas que la France, avec tous ses atouts, ne soit pas assez accueillante. Et je pense que si on avait en plus un état d'esprit, c'était le même combat avec l'optimisme. Quand tu penses à tout ce que la France possède de talent, d'envie, d'énergie, de désir d'entreprendre, voir la vie en noir, avoir peur de l'avenir en permanence, aucun désir d'avenir m'est insupportable. Donc quand on arrive à convaincre one by one tous les gens d'arrêter d'utiliser ces expressions négatives qui dépriment les autres, je trouve que c'est une œuvre utile. On se dit, tiens, ce bouquin était un peu utile. Parce que quand t'écris, tu sais jamais à quoi ça sert. T'écris, t'es face à ta page blanche comme un con, tu sais pas ce que tu vas écrire, tu sais pas ce qui va en sortir, et puis quand tu reçois des mails de gens qui te disent, tiens, vous m'avez redonné le moral, des gamins, j'ai des trucs des adolescents notamment Tout va mal, je vais bien, par exemple, qui m'ont dit, vous aviez raison, j'étais défaitiste, j'étais dans la nostalgie, il n'y a pas de raison, enfin des trucs de dingue. Donc on se dit, on sert un peu à quelque chose. Donc c'est quand même le côté sympa des bouquins. Ça se lit très vite, très bien et très vite. Tu as le sentiment de se dire, ah mais oui c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, ça s'est passé. Ce sont des choses de la vie. On va en reparler pour... Oui, bien sûr. Je suis trop bavard, je vais faire des réponses. Non, bien sûr que non, au contraire. On va parler du mot petit que tu détestes. On va en parler dans quelques secondes. 1987, tu crées une boîte de conseils, c'est ça? Alors, je la co-crée, parce que ce que j'ai omis de te dire dans ce que je te raconte jusqu'à présent, c'est que j'ai co-signé ce bouquin avec quelqu'un qui était un ami de l'ESSEC, un étudiant de l'ESSEC. Ralph? Et Ralph, oui. Je n'aime pas en parler, pour être tout à fait sincère, parce que nos vies se sont éloignées et qu'elles sont dans des conditions que je n'ai pas beaucoup appréciées. D'accord. Et donc, du coup, j'en parle assez peu, sauf si vraiment tu me pousses à en parler, auquel cas je serai respectueux de tout le monde et je t'en parlerai, mais c'est pas ma priorité. Et du coup, effectivement, je dois reconnaître une chose, c'est que quand le bouquin est sorti, il a senti qu'il se passait quelque chose, parce que moi aussi, bien sûr, parce qu'on était appelés pour faire des conférences, et pour ne rien te cacher, on partait
je parlais une demi-heure ou 2 heures faire une conférence et j'étais mieux rémunéré qu'en un mois de salarié à l'expansion. Mais c'était un monothème au début, c'était le bouquin. C'était en fait, venez nous expliquer ce qu'il y a dans le bouquin et venez convaincre nos salariés que finalement l'expérience client est au cœur de tout, quoi, en gros, et nos managers. Et du coup, effectivement, on a co-créé une entreprise qui surfait finalement sur le bouquin, qui faisait de la formation, du conseil, de l'édition. On avait créé une newsletter mensuelle par abonnement. On a formé 300 000 personnes en France sur ces sujets-là qui portaient nos initiales et qui s'est développé tranquillement, mais avec beaucoup, beaucoup de succès pendant 5-6 ans jusqu'à effectivement un deuxième bouquin autour de la thématique du changement qui s'appelait Dinosaures et Caméléons. Et en fait, c'était intéressant parce que le changement, c'est quand ça va bien qu'il faut le mettre en œuvre. Et donc, comme ça allait bien et que je m'ennuyais un peu, que je cherchais autre chose, on débouche ensuite sur Columbus en 94, qui a été ma véritable aventure entrepreneuriale. Mais entre-temps, il y a eu cette expérience sympa, donc de rentrer dans l'entrepreneuriat sans souci. Tout était facile, il n'y avait pas d'emmerdement, donc pas une vraie vie d'entrepreneur. En gros, en résumé. Parce que la vraie vie de l'entrepreneur, c'est plutôt beaucoup de soucis, beaucoup d'emmerdements et aussi beaucoup d'obstacles surmontés. Alors, parmi tous les livres que tu as écrits, j'en ai lu 3. On va dire 2 mots de Tout va mal, je vais bien, mais j'ai bien aimé le sous-titre. Tout va mal, je vais bien, ou Comment vivre heureux dans un monde de merde. On me l'a beaucoup reproché, ça. Non, on me l'a pas reproché. Moi, j'adore. Ça a choqué, ça a beaucoup choqué. Moi, j'adore. Ça comme ça. Sachant que tu dis une phrase que j'ai également écoutée, que le bonheur, c'est une décision qui se prend le matin. Bah oui, évidemment. Évidemment. Explique-moi. Non, c'est marrant, c'est le deuxième bouquin que j'ai fait. Alors, tu veux dire un truc, très honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je serais dans des livres psycho, sociaux, développement personnel, etc., dans ma vie, dans mon parcours d'auteur, entre guillemets. Mais effectivement, je raconte souvent cette anecdote, mais ce premier bouquin, je vais revenir sur Tout va mal, je vais bien, mais je l'ai écrit dans la foulée, en fait, de Ne me dites plus jamais bon courage, qui est lui sorti en 2013, qui est né, en fait, et tu m'as dit toi-même que tu ne supportais pas cette expression bon courage, et que beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est marrant parce que ceux qui découvrent le bouquin, dès qu'ils le voient, disent « Ah, je ne supporte pas cette expression », lisent le bouquin et découvrent qu'il y en a plein d'autres, des expressions qui expliquent par la contagion émotionnelle que dégage notre langage la dépression française. Je n'aime pas l'éthique de langage par définition. Je dois en dire des du coup et compagnie. On en dit tous. Ce que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas qu'on assimile le travail à une épreuve. Autrement dit, si on me dit bon courage au boulot, ça veut dire que c'est insurmontable et qu'il faut que j'ai du courage pour arriver en haut du sommet de ma journée. Non, mais au boulot, mais dans la vie. Oui, dans la vie. Quand tu vends une bagnole et que tu dis aux gars bon courage quand tu remets ses clés, c'est que la bagnole a peut-être un problème. Enfin, il faut quand même avoir ça en tête. Non, c'est un matin, un jour dans un ascenseur, la Défense. J'ai pas compris pourquoi tout le monde disait bon courage dans l'ascenseur. Je pensais qu'il y avait une ambiance de merde dans la boîte. Non, c'est juste qu'ils étaient dans une culture française qui a oublié que le mot courage n'a plus aucune signification quand on le prononce tous les matins. Je rappelle quand même un truc, c'est que le courage, c'est fait pour affronter l'adversité. Donc, si tu veux, quand on sait ça, on s'aperçoit qu'il vaut mieux éviter de dire ça, que bonne journée, enjoy, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, effectivement, ce bouquin a formidablement bien marché. Il faut savoir que Bon Courage, c'est près de 100 000 exemplaires entre différentes éditions, etc. Et qu'il a, je crois, beaucoup influencé les gens qui l'ont lu, qui ont arrêté de dire des choses comme c'était mieux avant, le problème c'est que on a toujours fait comme ça. Et c'était sympa de le faire. Et au bout de 2 ans, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres thématiques que j'avais pas évoquées, effectivement, qui était la nostalgie, qui était parfois l'absence de bienveillance, qui était la réticence à prendre des risques, donc l'absence d'audace, etc. Donc ce bouquin, Tout va mal, je vais bien, qui est effectivement sous-titré Comment vivre heureux dans un monde de merde, il est autour, non pas de la façon de modifier son langage pour être un peu moins déprimé ou un petit peu plus optimiste, mais sur la façon dont on peut faire évoluer son comportement pour affronter l'adversité avec enthousiasme. Et je considère qu'effectivement, bien sûr que la vie est compliquée pour tout le monde, plus ou moins compliquée selon que tu es bien né, mal né, que tu as fait des études ou pas, que tu avais vécu des parcours. Et on a tous des parcours. Il n'y a pas de vie facile, je crois pas. Il y a des vies plus faciles que d'autres, à l'évidence, mais il n'y a pas de vie facile. Et je pense qu'effectivement, je me perçois que le malheur attire le malheur, que le fait de penser de manière négative rend les choses négatives. Et je te cache pas que je suis entouré moi-même de gens, même d'un point de vue familial parfois. J'ai parfois du mal quand je vois sur mon téléphone s'afficher le nom d'une personne que j'adore dans ma famille. Je me dis putain merde, elle m'appelle. C'est quand même dramatique. C'est que je sais qu'elle va me miner le moral parce qu'elle ne verra que des choses de façon négative. Et ça les fait arriver. Enfin, il faut quand même savoir que je suis absolument convaincu que le bonheur arrive à ceux qui pensent de manière positive. Et peut-être même la santé. Il paraît que c'est bien pour la santé. Toutes les études le démontrent. Pour l'instant, j'en sais rien. On vérifiera quand j'aurai 95 ans. Mais pour le moment,
J'espère que je les aurai peut-être, ou pas. Si je suis en bonne santé, ça m'ira très bien de les avoir. Mais globalement, je pense que c'est une décision qu'on prend le matin. Et qu'effectivement, je l'ai vu, je l'ai observé. Enfin, le fait de... Tu évoquais l'adjectif petit, ça nous ramène aussi à cet adjectif-là. Et pourquoi Columbus aujourd'hui, c'est 200 magasins, voire plus, et peut-être 2500 personnes qui y bossent, c'est que j'étais convaincu qu'on allait vivre un grand truc et que comme on allait en faire la première chaîne française d'espresso bar, ce qu'entre parenthèses elle est en train de devenir, puisque elle est quasiment à égalité de chiffre d'affaires en France avec Starbucks sous enseigne, c'est parce que mon rêve était tellement excitant au fond de réinventer ce marché d'un lieu dans lequel il ferait bon vivre à prendre des produits gourmands et à offrir un petit bout de bonheur aux gens chaque jour, que on allait surmonter tous les obstacles. Et tellement souvent je me suis dit ok, je vais arrêter là, j'en peux plus. Enfin, on était là, on ne savait plus comment payer l'URSSAF, le loyer, on se payait au SMIC. Enfin, c'était une catastrophe. On va y revenir, oui. Mais je savais qu'à un moment, le prochain obstacle, on allait le passer, le suivant après, et qu'à la fin, il y aurait un truc. Donc, mais ça, c'est de l'optimisme. Ouais, c'est une posture, je crois. C'est un état d'esprit. Oui, c'est de l'optimisme, ouais, bien sûr. Mais c'est une façon de voir la vie. Et en me disant que si ça marche pas, c'est pas grave non plus. Tu sais, rappelons quand même aux gens qui nous écoutent que en anglais, prendre un risque, c'est take a chance. Oui. Saisir sa chance. Quand on dit que le langage est important, il est plus qu'important, il est vital. Donc oui, c'est une posture. Et l'optimisme, ça se décide. Et le bonheur, ça se décide. Et après, le bonheur, il n'y a pas de bonheur. Je pense qu'il n'y a pas de bonheur en soi. Il y a une foultitude alors je veux bien dire de petits bonheurs, pour le coup. Et si on apprécie chaque petit bonheur, franchement, globalement, ça va bien. Philippe Gabillier, tu sais que j'ai interviewé. J'adore. Moi aussi. Il est génial, je vais dire pourquoi. Parce que c'est un mec d'une immense générosité. Vraiment, je dis ça parce que d'abord, c'est un des rares mecs que je connaisse qui soit capable de parler de n'importe quel sujet de manière intelligente et drôle. C'est rarissime. Son podcast est super en plus. C'est rarissime. Et puis, il a une générosité envers les autres. Il aide des tonnes de gens à révéler leur talent. Il a révélé plein de gens qui font des conférences. C'est un mec que j'adore. Tu l'as interviewé aussi ? Oui, je l'ai interviewé. C'est l'épisode 2, je crois. Et il dit, on parle de la chance. Mais pour avoir de la chance, d'abord, il faut être une chance pour les autres. C'est à peu près ce que tu dis. C'est ce que exactement. Tu vois, c'est pas que du discours chez lui. C'est un mec d'une immense générosité. Il a une humanité extraordinaire. Mais ça, c'est évident. Tu peux pas prendre sans jamais donner. C'est pas possible. De toute façon, faut pas prendre, faut juste donner. C'est beaucoup plus facile. Alors, de toute façon, oui, pardonne-moi, mais de la même façon dont je sais plus comment j'ai exprimé le chapitre dans Tout va mal, je vais bien, au sens où, gros, l'idée, c'est de ne jamais rien attendre des autres. Ce qui est terrible de dire ça. Mais en même temps, dans le contexte sur soi-même, de pouvoir donner sans jamais rien attendre, c'est une force phénoménale. Pour ne pas être déçu ? Non, pour ne pas être trop dépendant. Tu sais, moi, une de mes convictions d'entrepreneur, je le répète aussi souvent, c'est que je vais être polémique en disant ça, mais je pense sincèrement que la France nous chouchoute, nous protège trop. Enfin, ma conviction, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerrit. Et on vit dans un monde français. Je trouve, c'est pas de l'assistance parce que là on retombe dans la politique, mais on n'a pas assez tendance à tester ses limites, à s'apercevoir que quand on a une capacité, enfin tu sais moi ce que m'a appris Columbus, c'est ma capacité à importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme. Je suis une usine de recyclage d'emmerdements en énergie positive, c'est l'histoire de ma vie. Et quelque part on s'aperçoit que ça devient presque une posture et une façon d'affronter la vie qui fonctionne vachement bien. Et c'est pas ce n'est que lorsqu'on n'est pas trop protégé qu'on arrive à vivre ça. Moi, c'est pour ça que j'ai extrêmement confiance. Là aussi, je change de sujet, pardonne-moi, mais tu me fais passer dans tous les sens. Au contraire. J'ai extrêmement confiance dans l'avenir de la France. Pour une raison simple, c'est que tu as une foultitude de jeunes entrepreneurs, notamment dans les banlieues, des gens qui rêvent d'entreprendre et qui s'aperçoivent que lorsqu'ils se prennent en main, tout devient possible. Alors c'est dur, il y a des étapes, il y a des ratages, il y a des trucs qui marchent, mais je pense que plus on aura d'entrepreneurs, et c'est le cas, parce que jamais la France n'a eu autant d'énergie entrepreneuriale, plus notre avenir est définitivement assuré. Parce que c'est la seule chose qui va bien en France, globalement, en ce moment. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a aucun projet partagé. Les Français, ils sont pas malheureux, ils sont malheureux ensemble. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on règle. C'est qu'on n'a plus envie d'être ensemble, avec les gens qui ne te ressemblent pas, ni en... Ouais, parce qu'à un moment, tu dis, le Français, individuellement, est optimiste, collectivement, est pessimiste. Mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est l'idée de tout va mal, je vais bien. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est heureux dans notre sphère privée et est extrêmement malheureux dans la sphère publique. On ne supporte plus les autres. On ne supporte pas les gens qui n'ont pas la même vision, la même couleur de peau, la même religion. Cette vision, elle n'est pas aux États-Unis.
Pas du tout. Alors, pas du tout, pas un instant. Alors, il y a les rivalités raciales aux États-Unis, à l'évidence, il y a les problèmes noir-blanc, il y a tout ça, mais il y a quand même adhésion à un projet commun. Enfin, je déteste le projet de Donald Trump, honnêtement, mais il faut reconnaître que c'est un projet fédérateur. America First, c'est un projet. Enfin, je déteste l'homme, ses valeurs, son discours, tout ce qu'il représente. Mais America First, c'est un putain de projet. Est-ce qu'il y a France First? Pas du tout. Est-ce que ça marcherait? Je pense pas. C'est pas ça le projet d'air. Si c'était facile, quelqu'un l'aurait déjà fait. Enfin, si, il y en a qui essaient de le faire. Ils sont plutôt du côté de Le Pen et compagnie. C'est un peu ça qu'elle nous propose, France First. Sauf qu'ici, c'est pas France First, c'est même pas France First, parce que America First, dans l'esprit de Trump, il y a tout le monde dedans. Tous les Américains, même s'ils n'y vont pas, tout le monde n'y va pas, parce qu'il y a quand même clairement deux camps. Mais en France, c'est toujours extrêmement... on élimine une partie des gens. Donc on n'a pas encore trouvé notre projet Mais partagé. parce qu'on n'est pas fier de son pays. On n'est pas fier de son pays. Si tu veux, aux États-Unis, combien tu as de maisons où ils ont un drapeau américain à l'extérieur planté? Chez nous, mis à part la Coupe du Monde la dernière, où on mettait les drapeaux français, tu mettais un drapeau français il y a 10 ans, qui était Front National, quoi. Bien sûr. Alors, il y a eu un peu, effectivement, avec les attentats, il y a eu un petit peu un retour de drapeau. Ou les attentats, oui. Un retour de drapeau, mais non, on n'a pas ça. Non, on n'est pas fiers, et puis effectivement, on n'a pas de projet partagé. Pour moi, c'est un de sujets de réflexion du moment. C'est comment est-ce qu'on arrive, tu sais, dans une boîte, c'est pareil. Aujourd'hui, la plupart des métiers sont challengés par le numérique, l'intelligence artificielle, d'une nouvelle façon, des nouveaux business models, etc. Et on s'aperçoit que quand il n'y a pas une vision, alors je parle même pas uniquement de raison d'être et d'ambition d'une boîte, mais quand il n'y a pas de vision, de projet partagé, t'emmènes pas les mecs. Et avoir un projet différent demain de ce que tu as fait aujourd'hui, c'est l'idée de reconduire éternellement les mêmes choses est insupportable dans la vie. Même à titre perso. Tous les matins se lever jusqu'à la fin de tes jours pour faire le même job de la même façon avec le même trajet est un truc qui est déprimant. Et quelque part, il faut qu'on arrive à trouver des projets. Ce projet partagé français, on ne le trouve pas encore. Qui est d'ailleurs une des raisons tu as vu que le dernier classement sur l'échelle du bonheur nous met 24e dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes le 24e pays où les gens sont 10 heureux d'habiter. Enfin, quand on connaît un peu la France, c'est juste pas normal. On devrait mieux être dans les 10 premiers, j'espère, voire les 5 premiers, même si on est apparemment la nationalité la plus enviable du monde. Mais étonnamment, elle est enviable, mais on n'y vit pas heureux. Donc c'est quand même un truc un peu bizarre. Et dans le service, je crois qu'on est 43e, il me semble, mais je suis pas sûr. Je reviens avec mes amis japonais, on est peut-être pire avec, avec nos amis gilets jaunes. Alors, dans le fameux bon courage, tu cites 12 phrases que tu ne supportes pas. C'est plus que des tics de langage, c'est plus une façon d'être. Tu supportes pas le terme petit. Alors, ça m'a fait marrer parce que je vais citer un passage. Tu dis « Après notre petit déjeuner, nous passons un petit moment au petit coin, puis nous faisons un petit bisou à notre petit ami avant de partir travailler. Au bureau, nous commençons par un petit café avec nos collègues en grillant une petite cigarette. À midi, pour caler notre petit creux, nous nous offrons une petite boue dans un petit resto qui propose des petits plats aux petits oignons accompagnés d'un petit vin de pays. Et tu termines. Sur le chemin de la maison, nous octroyons une petite pause, shopping dans un petit magasin qui affiche des petits prix seuls, moyen pour nous pour faire de grandes économies, pour nous offrir de grandes vacances. Donc, il y a cette... Voilà, taquine un peu les grandes vacances françaises, il faut reconnaître que là, on n'a pas de problème, elles sont grandes, elles sont même uniques en termes d'intensité. Est-ce que tu veux dire qu'on est étroit? Non, pas du tout. Sauf pour les vacances. Et les ambitions de vacances. Non, dis-moi. On n'est pas étroit, et moi j'adore les vacances, même si je on voit petit. Souvent. Non, mais c'est marrant, je raconte souvent cette anecdote des Suisses qui ont refusé par votation. Tu sais, les Suisses font toujours des votations. La 5e semaine de congé payé qu'on leur proposait. Et je m'amuse de penser que si on avait un jour un référendum pour savoir si on votait pour la 32e en France, semaine de congé payé, on la voterait tous à 95%. Bon, c'est une caricature, mais c'est vrai que les vacances ne me posent aucun problème. L'usage absolument incompréhensible, permanent de l'adjectif petit, exemple unique au monde dans les langues, il n'y a pas un pays qui dit petit tout le temps comme nous, me pose un problème parce que ma conviction, c'est que ça formate notre esprit. Peut-être tu dis étroit, peut-être, ça nous limite à des petits rêves. Et je reviens sur Columbus. Pourquoi je t'ai dit qu'il fallait qu'on devienne la première chaîne française d'espresso bar? C'est que si on n'avait pas décidé ça aujourd'hui, il y aurait 0 Columbus, 0 salarié et 0 business dans cette activité et la boîte aurait été plantée au bout de 2 ans. Mais l'idée de se dire qu'on allait faire un grand truc rendait le rêve absolument irrésistible. Et tu sais, j'ai souvent entendu quand il était judoka, David Douillet raconter qu'il était devenu champion olympique parce qu'il l'avait décidé. Et je pense sincèrement que quand on décide d'un truc, même absolument impossible, toute l'énergie du projet se met en œuvre et on trouve des tas de pistes
pour que l'imagination reprenne le pouvoir, même quand on n'en a pas les moyens. Et c'est ça que je suis en train de dire avec Petit, c'est-à-dire que j'ai aucun problème. Alors j'en dis c'est mignon, moi je dis que c'est con, parce que franchement un petit mail, c'est complètement con un petit mail. Pourquoi un petit mail, franchement, objectivement? Quand je suis dans une convention que j'entends avant d'entrer sur scène pour faire une conférence, 22 fois le mot petit, on va faire une petite pause, on va faire une petite vidéo, un petit machin, c'est devenu un tic. J'étais l'autre jour à Marseille et je voyais une femme qui était derrière le scan pour la sécurité des bagages, et les 5 personnes avant moi lui disent bon courage. Et je lui dis pourquoi vous dites-elle ça? Écoutez, j'en sais rien, j'en peux plus, j'entends ça toute la matinée, ça me déprime le soir, etc. Et je ne peux pas te le démontrer. Mais tu sais peut-être que Facebook a fait une étude sur la contagion émotionnelle. Je sais pas si ça te parle, mais en fait ils ont écrit, ils ont modifié sans rien dire à personne, ce qui est pas très éthique et ça leur ressemble malheureusement parfois, les comptes de 700 000 personnes en modifiant la tonalité de nos propos d'une manière un peu plus négative ou positive pour dire à peu près la même chose, mais voir comment la communauté de ceux qui mettaient des posts sur leur page Facebook réagissaient. C'est-à-dire tu dis je pars en week-end ou je me réjouis de partir en week-end. Tu mets une notion de jouissance qui fait que le gars va lire de la jouissance et pas uniquement que le gars part en week-end qui est un truc neutre. Et il démontre qu'effectivement, il y a de la contagion émotionnelle. Et je pense que l'adjectif petit, la contagion émotionnelle, est désastreuse, sans même qu'on puisse le chiffrer, le mesurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand les gens s'en aperçoivent, ils font très attention. Et le plus drôle, c'est que chaque fois que j'interviens, quand je fais une conférence et que j'évoque ce sujet, immédiatement après, le gars, dans son mot, il a un petit, je le relance, toute la salle explose de rire, et ils passent leur week-end ensuite ou leur semaine au bureau à dire tiens, t'as dit petit, et petit à petit, les gens s'aperçoivent que c'est complètement crétin. Donc ça, c'est un réflexe aussi difficile de s'en séparer d'ailleurs que de trouver autre chose que le bon courage du matin, parce qu'on en a parlé ensemble avant cette interview. C'est vrai que les gens ne trouvent pas bien facilement d'autres phrases, mais je pense que quand on commence à lutter, on s'aperçoit que les mots font la différence. Surtout que la phrase américaine que tu cites, enjoy, elle n'a pas vraiment d'équivalent. Elle n'a aucun, parce qu'il y a tout dedans. Il y a jouis, amuse-toi, profite. Elle est géniale, elle est géniale, mais elle passe pas. Tu sais, quand Ne me dites plus jamais bon courage est sorti au livre de poche, dans la version poche, après l'édition originale. L'éditeur, Poche a fait en fait une campagne de lancement en disant on vous offre des bouquins, celui qui prouvera le remplaçant de bon courage. Alors il y a eu des pages Facebook, des tas de trucs dans tous les sens, etc. Et il y a eu 300 ou 400 contributions, il n'y en a pas une qui tenait la route. On a eu des gens qui furdaient, enfin qui va dire qui furdait au fin fond du Périgord, enfin tu vois, j'ai rien contre le Périgord, je veux dire, mais c'est pas un truc naturel, qui furdait. Et c'est un vrai sujet, qu'on n'ait pas trouvé bon courage. Et moi je dis simplement, quand on sait pas continuer avec bonne journée, quoi, ça suffira largement, et réserver le bon courage au gars qui va à un enterrement, quoi. Alors surtout que maintenant c'est même plus bonne journée, maintenant c'est belle journée. Belle journée, ça énerve tout le monde, il paraît que ça énerve. Moi ça m'énerve. C'est une belle personne. Le mot belle m'énerve. Mais je crois que ce belle journée, je crois qu'il énerve tout le monde. J'espère que c'est pas à cause de moi cette connerie de remplacement de bon courage par belle journée. J'ai peut-être un peu contribué. Allez, on va switcher sur Columbus. Explique-moi. Donc 1994. Tu commences par un bore-out. Alors explique-moi, excuse-moi ce que c'est. Bore-out, non. Enfin, je prends cette image du bore-out qui est absolument pas la bonne, mais tu sais, le burn-out, tout le monde connaît le burn-out, en gros 10% de la population française. Le bore-out, qui est un nom qui a été donné par 3 psychologues suisses, un mal, il est mondial probablement. Il se trouve qu'ils ont testé d'abord sur le marché français, parce que la France est un bon territoire sur ce genre de sujet. Ils ont déterminé que 30% des Français étaient en bore-out. To be bored en anglais, s'ennuyer. C'est un concept un peu large, mais c'est des gens qui ne trouvent aucun intérêt au travail. C'est-à-dire qu'ils sont dans des jobs répétitifs, laborieux, sans reconnaissance, sans indépendance, sans autonomie. Et je disais simplement que j'étais un peu en bore-out dans la mesure où, au fond, le métier de consultant m'emmerdait. Enfin, j'ai jamais aimé être consultant, même si j'ai été consultant, formateur, etc. pendant les années. Mais tu avais envie de mettre en pratique. C'est ça. Je me disais, d'abord, franchement, j'avais un peu honte, parce que c'est vrai que, je dis, on a formé 300 000 personnes en France sur l'état d'esprit service. Alors que moi, j'avais jamais servi personne. C'est un peu dingue, à part avoir écrit un bouquin et quelques lignes qui avaient fonctionné, mais j'avais pas de légitimité au-delà de mes convictions. Et effectivement, je cherchais un métier dans lequel je pourrais implémenter mes convictions, et dans lequel surtout je me marrais, parce que t'es un entrepreneur aussi, t'as eu plusieurs vies en parallèle, et je pense que dès qu'on commence à avoir le moindre doute sur l'intérêt qu'on a à partir le matin au bureau, compte tenu de la difficulté de nos métiers d'entrepreneur, c'est que on a un vrai sujet, quoi. C'est qu'il faut qu'on s'en occupe. C'est quand tu commences à t'interroger sur ta vie et quand t'es entrepreneur, alors que t'as tous les emmerdes et pas le bonheur, il faut juste, il y a un carton rouge, là, alerte rouge qu'il faut remarquer. Et du coup, c'est vrai que c'est l'année où j'évoquais ce fameux appartement new-yorkais que j'ai acheté en 93, et où du coup j'étais à 2 pas de Columbus Avenue, si tu connais Manhattan, dans l'Upper West Side, et je passe devant un café sympatoche qui s'appelait Cooper's Coffee, où je passe un super bon moment, puisque c'était ça qui a été le driver de l'expérience tout autant que le cappuccino.
Je ne découvre pas encore Starbucks à l'époque, dont je rappelle qu'il n'avait que 200 cafés en 1993, époque où je découvre. Et en Californie ? Et uniquement en Californie, absolument. Ils sont arrivés à New York quasiment un an après. Il y avait un entrepreneur new-yorkais qui avait vu le truc, qui avait copié le concept, comme moi j'ai tenté de le copier un an plus tard en France avec Columbus Café. Et donc effectivement, c'est là qu'on a démarré l'aventure de réinventer un marché vieux de plusieurs siècles en France, qui était en train de mourir. Je rappelle qu'il y avait 500 000 cafés en 1900, qu'il en restait un peu plus de 30 000 aujourd'hui, et qui n'avait pas compris la modernité. Et du coup, qui n'avait pas compris aussi qu'en ayant des gens qui n'avaient plus envie de faire ce métier, on avait aussi envie de les fuir. Et donc du coup, en 94, un an après, ouverture de 2 Columbus Café, à Paris et Lille. Et joie, et excitation et déception un an plus tard. C'était quel concept ? C'était un concept plutôt de petit déjeuner comme à New York. À New York, en général, on prend le petit déjeuner souvent dans les cafés, comme ça. Ou c'était plutôt un concept de goûter ou de déjeuner ou d'apéro ? C'était ce que j'avais cru comprendre qu'était Starbucks. Parce que je copiais. Mais à l'époque, Starbucks, c'était beaucoup du sucré surtout. Ouais, ça l'est toujours. Aujourd'hui, c'est anecdotique. L'offre salée de Starbucks, elle n'est là que parce que ce que j'ai appris tardivement à mes dépens, c'est que ce qui coûte le plus cher dans un restaurant, c'est un siège vide. Oui. Il faut juste le savoir. Et donc, effectivement, on a l'obligation d'étaler en fait la consommation le plus longtemps possible sur une journée dans un pays, la France, où les gens avant Columbus et avant Starbucks, parce que je rappelle quand même, parce qu'il y a un truc qu'on a quand même réussi, c'est que Columbus c'était 94 et Starbucks c'était 2003. C'est-à-dire, ils ont mis 9 ans avant de nous rejoindre et que c'est nous qui avons quand même ouvert la voie de cette autre façon de consommer des cafés et le produit café gourmand en fait en France. Et du coup, effectivement, l'idée c'était dès le début de se dire dans un pays qui ne boit du café que le matin ou éventuellement après son déjeuner, comment rentabiliser un point de vente. Donc il se trouve que on avait eu la chance de tomber sur les muffins, puisque les muffins ont été un truc qui nous a absolument fait connaître au début. Les muffins faits sur place, etc. C'était bon en plus. Ouais, c'était top. A été une façon assez rapide d'installer le concept. Donc au départ, on savait pas trop. On voyait bien que quand même le cœur du business, c'était les fondamentaux à l'opposé des cafés français. C'est-à-dire c'était, n'oublie jamais l'absence de service en salle. C'est-à-dire qu'avant, on attendait d'être servi ou d'être au comptoir pour être servi. Là, on est dans un mode de consommation rapide. C'est-à-dire qu'on allait au comptoir et après, on vivait sa vie. Soit emporté, deuxième rupture majeure, le café emporté. Et dans Tout va mal, je vais bien, tu n'as pas cité... Non, ne me dites plus jamais bon courage, tu n'as pas cité une des phrases terribles de l'entrepreneuriat, c'est ça ne marchera jamais. Oui. Combien de fois ai-je entendu que jamais le Français ne se baladera avec un café dans les mains, dans un gobelet en carton. Tu prends un TGV dans n'importe quelle gare du monde aujourd'hui, notamment en France, ils ont tous leur café latte en main le matin, et donc tout ça était totalement bidon. Comme quoi, il faut jamais écouter les abrutis, les gens toxiques qui t'expliquent que ça ne marchera jamais. Et au-delà du concept de l'absence de service en salle, de gobelets à emporter, d'absence d'alcool. Il n'y avait pas d'alcool non plus. On a été un des tout premiers cafés à bannir complètement les fumeurs. Donc tout ça, c'était quand même beaucoup de ruptures en même temps. Et puis, il se trouve qu'il fallait bien avoir du chiffre d'affaires et nourrir un peu les gens avec le café. Donc on a effectivement... Tu voulais revisiter le petit café parisien ou Non, parce qu'en fait, oui. Enfin, le café parisien, c'était quand même un endroit où on buvait de l'alcool. C'est un truc important. Mais effectivement, on voulait créer des lieux de... Tu sais... Là aussi, on a copié Starbucks, c'est vrai. Starbucks, son obsession, c'était... Il appelait ça « the third place », le troisième lieu. C'est-à-dire, c'est l'endroit de bonheur et de plaisir entre ton bureau ou ton travail et ta maison, Starbucks, à l'origine. Nous, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, on va créer des espèces de cocons où les gens, tout au long de la journée, pourront venir bosser, pourront venir passer une réunion, pourront venir prendre un petit déjeuner, voire déjeuner. Et on a lancé effectivement une offre sucré-salé, mais c'était l'essentiel, était quand même la vraie révolution. À l'époque, je te rappelle, elle n'était pas autour des muffins, il y en avait déjà en France, mais elle était autour de ce fameux gobelet en carton que les gens voyaient dans Friends, qui était quand même la série américaine dont tous les Français rêvaient, et ils voulaient faire comme Friends, mais on n'avait pas ça en France. On a été les premiers à faire ces gobelets, dans toutes les tailles, machin, etc. Donc en fait, on a copié un truc qui était en train de naître. Je rappelle quand même, c'était en train de naître aux États-Unis. Même eux, il n'y avait pas encore cette rupture sociétale en fait qui est arrivée après. Mais même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cafés d'équivalent en France. Aux États-Unis, tu en as d'autres, Coffee Bean, ce genre de choses. Il y en a quand même de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne. De chaîne, je parle de chaîne. Non, il n'y a pas de chaîne. Oui. Tu sais, construire une chaîne, mais j'ai pas pour le savoir. C'est extrêmement compliqué. En revanche, il y a une foultitude de gens, et tu as maintenant des endroits extrêmement sympas partout en France, mais qui sont des one-shots, qui sont des endroits uniques, qui ont repris tous les fondamentaux. Mais aujourd'hui, l'autre jour, j'étais dans un café, je crois que c'était un Starbucks, je ne sais pas où, une Française qui dit « J'aimerais
Alors, je sais même plus ce qu'elle a dit, ça a duré 3 minutes, sa demande de description. Il y avait du soja, mi-machin, demi-écrémé, de trucs avec du... Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça a changé. Maintenant, chacun fait son propre café à sa façon, etc. Donc aujourd'hui, c'est complètement sociétal. C'est vrai qu'à l'époque, c'était... Café ou café ou noisettes. Oui, quand le gars était en forme. Café au lait. Quand le gars était en café. forme. Ouais, quand le gars était en forme. Donc 1994, 2 magasins Paris-Lille. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, on fait un lancement en fanfare, on fait la une de toute la presse américaine. Il y a une copie de Starbucks en France, etc. Et puis au bout d'un an, on se plante. En gros, Lille plantée complètement, désastre absolu à tous égards, en plus des problèmes techniques dans tous les sens. Paris, les gens adorent, mais comme je dis toujours, on était à l'abri du pognon. C'est-à-dire que, on a évoqué ça ensemble hors antenne, mais on sait bien que les 3 clés du commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. On était à Paris au Passage des Princes, où j'ai l'habitude de dire qu'il ne passait jamais personne, donc c'était pas très bon pour le business, qui était un très bel endroit, qui était une galerie Art Nouveau à Richelieu-Drouot, très belle, mais on était au milieu du truc et malheureusement les gens ne nous voyaient pas. Et à part les quelques traders de la BNP qui habitaient en face et qui étaient déjà allés à New York, on avait un peu de mal. Et alors à Lille, une clientèle qui était pas du tout celle qu'il fallait pour un concept branché en 1994. Mais vous ouvrez les deux en même temps? Les deux en même temps, oui. Lille fin septembre et 15 jours après Paris. Mais vous étiez donc 2 associés? Oui. Un dans chaque... Non, pas du tout. Non, on n'était pas aux commandes du truc. On n'a jamais... Honnêtement, j'ai jamais été barista, je devrais pas le dire. Mais comment tu recrutes directement un manager et tout ça? Oui, on a trouvé. Alors, on a trouvé un garçon. Tiens, je pourrais lui rendre hommage. Le premier barista qu'on a embauché était un garçon qui s'appelle Aristide Ntanga, qui est d'origine camerounaise. On a mis une annonce dans le Figaro, genre comme si on annonçait l'invasion d'une chaîne américaine à Paris qui arrivait, recrutant des baristas, un terme totalement inconnu. À l'époque, je rappelle que les baristas, c'est un terme que les Français n'avaient jamais entendu avant Columbus en 94. Et du coup, Aristide a débrouillé dans notre bureau avec une bonne bouille, une énergie absolument incroyable. Il était chez Disney, il travaillait chez Disney comme équipier chez Disney, et c'est drôle parce que il a senti que c'était l'aventure de sa vie. En fait, on a passé 10 ans ensemble, c'était le patron des opérations à la fin, c'était un mec génial. Et parallèlement à ça, j'avais aussi rencontré par hasard par un copain new-yorkais un garçon qui s'appelle Michael McCauley, qui était ex-barista chez Starbucks. Et celui qui nous a appris en fait la technique un petit peu du cappuccino, etc., qu'on a embauché en même temps. Donc avec à la fois Michael et Aristide, on a lancé ça, et puis voilà, au bout d'un an, on a investi massivement dans plein de trucs, une identité graphique, on a pris Dragon Rouge, qui était un super agence de communication et de créativité, enfin de design. On a pris un architecte, celui de la Fnac, machin, qui était une erreur, parce qu'aujourd'hui, il nous avait fait une Fnac au lieu de nous faire un truc un peu... Il nous a entraîné vers un territoire qui n'était pas le nôtre, avec des matériaux, des machins, une façon... Design, il parlait froid. Ouais, je crois que c'était joli, mais globalement, on a un peu déconné sur ces trucs-là. Et en fait, on a eu un problème de riche, c'est-à-dire qu'on avait trop d'argent, donc on a fait des... Mais comment tu finances tout ça? On avait gagné de l'argent avec tout. Donc autofinancé. Oui, tout à fait. Sauf qu'au bout d'un an, tout cet autofinancement qui représentait probablement, je sais pas, à l'époque 500 ou 500 000 euros, voire plus, ou 1 million d'euros, 500 000 euros, j'en sais rien, globalement est perdu. Parce que Lille ne marche pas, on ferme Lille, on garde Paris en disant bon, il faut qu'on fasse évoluer un petit peu le concept. Et puis au bout de 3 ans, on a dû fermer Paris aussi. Et entre-temps, on avait quand même trouvé, parce que c'est là que le rêve prend toute sa force. C'est-à-dire qu'on s'était dit, ok, ça ne marche pas, mais on va penser différemment. Et penser différemment, c'était de se dire, on a un très beau concept, les gens adoraient, mais on n'avait pas assez de gens qui adoraient, donc qui finançaient, qui trouvaient la rentabilité. Donc on a déjà perdu pas mal d'argent. Et à ce moment-là, je me dis, allons vers le flux. Et on commence à faire des partenariats avec des lieux existants. D'abord la Fnac, où on commence à faire des Fnac Café by Columbus. Et petit à petit, comme ça, on remonte la pente. Et comment tu contactes la Fnac? Comment tu vas les voir? Bon, ça, c'était pas très compliqué, parce qu'à l'époque, on avait encore notre, entre guillemets, aura de auteurs, conférenciers. Tous ces mecs avaient lu le bouquin. Enfin, tu sais, 500 000 exemplaires, ça se retrouve à peu près dans toutes les strates du business français. Et du coup, Jean-Paul Giraud, qui était le patron de la Fnac de l'époque, il dit, écoutez, moi, j'adore votre bouquin, j'aime bien Columbus. Je devrais pas vous faire confiance parce que je sais que vous êtes en très mauvais état financier, mais il a eu cette phrase formidable, il dit, je sais que vous avez fait l'ESSEC, on s'en fout, tant mieux pour vous, mais j'aime bien le fait que vous ayez fait l'échec en 1995. Il trouvait ça marrant, lui, l'ESSEC et l'échec. Et du coup, il m'a dit, je vais vous donner votre chance parce qu'au fond, je sais... Sympa, Jono, hein. Ouais, c'était très sympa. Ça m'a pas du tout fait marrer à l'époque, mais c'était très sympa. Non, il m'a dit ça parce qu'il me dit, je voulais juste vous faire comprendre que on n'apprend jamais rien de ses succès. Je crois qu'il a raison. Donc, il nous a donné notre chance. Et on a démarré des Fnac, après on en a fait d'autres dans différentes enseignes. 98, on est revenu à Paris dans le Marais, rue Vieille du Temple. Là, on avait tout. Le bon emplacement, le beau concept. Et là, un miracle, dimanche matin, une semaine après l'ouverture, vous avez 500 personnes qui sont en file d'attente pour acheter des muffins et prendre un café latte dans le Marais. Et on a su qu'on avait... 98, ça? Ouais. 98. Mais entre 94 et 98, tu es au bord du gouffre. On rame, on rentre le soir en se disant comment on va faire, on se paye plus.
Et on se dit, le rêve est intact, donc ça va marcher. Pourquoi l'ours? Ah, l'ours. Alors pourquoi l'ours? Je trouve ça mignon, j'adore les ours. Hein, Dragon rouge, ouais. à qui j'avais donné en fait, parce que j'ai quand même fait ma mini-étude américaine de marché, entre guillemets, parce qu'à l'époque, je te dis qu'il y avait Starbucks en Californie, et il y avait déjà, petit à petit, une foultitude de petits opérateurs qui se disent, avant que Starbucks n'arrive, je vais faire mon café à moi. Et donc j'avais récolté, je ne sais pas combien, 20 à 30 logos de ces boîtes que j'ai donné à Dragon Rouge pour dire, voilà le marché américain, voilà ce qu'on essaie de faire, faites-nous des propositions. Et ils nous font 3 propositions. Je me souviens plus de la deuxième, enfin de la troisième. Une qui était, c'était une femme avec un soleil, parce que c'était un peu l'Afrique. Je sais pas pourquoi il dit l'Afrique, le café peut-être, je sais pas. Il y avait l'ours, et puis il y avait une troisième que j'ai oublié. Et on choisit l'ours, qui était intuitivement, j'allais vers l'ours. Et il me dit, on va te dire pourquoi on t'a proposé ça. Je te le fais court parce que ça pourrait passer 2 jours d'explication. Il me dit, vous voulez un endroit où vous allez chouchouter vos clients, prendre soin d'eux. L'ours, c'est le ours. Ouais. C'est le ours. Vous êtes Columbus avec un U, puisque les gens écrivent encore avec un O, mais Columbus au sens Christopher Columbus est un truc globalement nord-américain, puisqu'il a quand même découvert l'Amérique. Et l'ours, c'est aussi quand même le Canada, c'est un peu cette zone géographique quand même. Et puis l'ours, vous allez être tout petit dans un monde de brutes. L'ours, c'est peut-être un ours, mais il ne faut pas le faire chier non plus. Donc c'est globalement pas mal, c'est de la puissance. Ça, c'est des explications finalement légitimes et théoriques. Mais il dit, mais il y a surtout un truc. Il me dit, regarde les 30 logos que tu m'as envoyés, que tu m'as donnés. Parmi lesquels il y avait Starbucks. Et tu sais que le logo de Starbucks, c'est une sirène qui est la proue du navire de Moby Dick. Et il y avait cette sirène et 28 tasses de café. En gros, il y avait 28 variations d'une tasse de café comme logo des petits opérateurs concurrents de Starbucks. Ils disent comme par hasard, il y en a un qui est identifié concurrent fort, c'est la sirène. Il y a la sirène, le logo de la sirène. Tu regardes une devanture de Starbucks, tu n'as plus écrit Starbucks autour, tu as juste la sirène qu'ils ont enlevée complètement, qui était un symbole tellement fort de l'enseigne. Et ils m'ont dit, si vous êtes demain concurrencé, vous serez une caisse de café parmi d'autres tasses de café, et vous serez sur un territoire spécifique. Et ils ont une analyse fantastique parce que c'est ça qui a fait la marque. Aujourd'hui, l'ours, c'est Columbus. Et si on mettait, j'ai pensé l'autre jour en passant devant plusieurs Columbus, parce qu'aujourd'hui il y en a plus de 200, je me dis demain ils pourraient parfaitement mettre uniquement l'ours comme ils ont mis uniquement la sirène de Moby Dick sur une devanture, et c'est une signature. Bah voilà pourquoi l'ours, faut pas le faire chier. Et en même temps on vous chouchoute. Donc tu redémarres, ça fonctionne, tu trouves le bon emplacement et ça va vite après. Là ça va vite, sauf qu'on a des besoins financiers forts et des moyens financiers limités, puisqu'on en est à peu près à 15 points de vente à ce moment-là, et on a une centaine de salariés. Starbucks va commencer à pas tarder à arriver. On est au début des années 2000, on fait rentrer des investisseurs dans la boîte qui sont des indépendants, c'était pas des fonds, présentés par un ancien banquier. Qui rentre assez massivement dans le capital en plusieurs augmentations de capital. En 2004, on a 40 magasins. Tu restes majoritaire ? Ben non, justement. D'accord. On ouvre un magasin par mois. On commence à acheter des emplacements dans Paris, beaucoup moins beaux que ceux de Starbucks parce qu'on n'en a pas les moyens. Faut pas oublier, j'aime quand même bien le rappeler à ceux qui nous écoutent, que Starbucks en est à plus de 120 millions de pertes en France depuis leur arrivée en France, et qu'ils en ont perdu entre 6 et 8 millions chacune des années précédentes récentes. Ce sont des métiers extrêmement compliqués, et notamment parce que l'immobilier sur des modèles très classiques sur rue coûte extrêmement cher. Et du coup, effectivement, on se développe avec l'argent des autres, on se dilue, et en 2004, il nous reste à peu près un peu moins de 40% à deux. Et c'est là qu'arrive la fin pour moi de Columbus. On peut en parler ? On peut en parler. Vas-y. Je t'écoute. Non, il n'y a rien à dire si ce n'est que ça a été un hold-up légal. C'est-à-dire qu'en fait... Je crois que tu as une assemblée, c'est ça ? Oui, ça c'est la fameuse assemblée générale du 24 juin de 2004. Non, pour faire court, les investisseurs rentrent. Au bout de quelques temps, ces investisseurs me surprennent. Je prends un certain nombre de décisions qui ne vont pas dans le sens qu'ils attendaient. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Et j'ai bien compris qu'ils vont essayer de... Moi, j'ai essayé de protéger la boîte. Donc, à l'époque, ça perdait de l'argent ? Oui, ça commençait, on commençait à se rapprocher un peu une forme d'équilibre, mais en fait, on était à 10 ans. Il faut à peu près 10 ans dans ce genre d'aventure. C'est ce qui s'est passé avec McDonald's. Et tu étais président ? J'étais président du conseil d'administration d'une ESA. Il s'est passé des choses que je n'ai pas appréciées, qui étaient borderline pour moi, et j'ai pris la décision de me séparer, notamment d'un salarié qui m'avait été présenté par l'investisseur, ce qui a été assez peu apprécié, et ils ont mis 1 an en fait à me faire partir. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir et ils ont décidé que c'était plus à moi de diriger la boîte.
qui était une forme de revanche d'un truc que je suis fier d'avoir fait pour protéger la boîte et son intégrité. C'était violent. C'était violent, oui. C'était violent. C'est-à-dire tu repars, tu rentres, tu ressors. C'est-à-dire que non, je n'y retourne jamais. C'est en clair, à l'occasion d'une assemblée générale effectivement de clôture des comptes 2003, qui a lieu fin juin, en dernier point de l'ordre du jour, j'ai un ancien associé qui demande ma révocation au conseil d'administration. Tu t'attendais pas ? Pas du tout, pas du tout. Et qui était approuvé par les actionnaires qui de toute façon en avaient décidé ainsi. Après que j'ai décidé de me séparer de quelqu'un qui était pas recommandable, imposé par l'actionnaire. Et c'est comme ça qu'effectivement, je suis jamais retourné au bureau parce qu'entre-temps, ils avaient changé les serrures du bureau. Ah oui. Ah oui, non, c'était violent. C'était violent. Le matin, tu mets ta cravate, tu fais un bisou à ta femme. J'en ai jamais mis, mais j'en mettais plus déjà à l'époque. Tu fais un bisou à ta femme, tu dis à ce soir. Voilà, et le soir, je dis, est-ce que je lui annonce que c'est cuit ? Ah oui. Ah bah oui, ça donc tu t'attendais vraiment pas, quoi, ouais. Mais non, mais il n'y avait aucune raison objective, parce qu'on était en train quand même de décoller, etc. Mais il fallait malheureusement, c'était acté. Le jour où j'avais pris cette décision de faire le ménage, c'était acté. Bon, je ne regrette pas un instant. Entre intégrité et la vie a fait que tu n'as pas de raison de le regretter. Aucune. Mais de toute façon, je ne regrette jamais rien. De toute façon, ils avaient la majorité, donc tu es obligé d'acquiescer. C'est un hold-up légal qu'il faut accepter en tant qu'entrepreneur. Il n'y a rien à dire. Donc tu rentres chez toi, tu te mets sur le canapé, qu'est-ce qui se passe ? Pas tout de suite, je m'arrête en scooter 10 minutes en disant est-ce que j'assassine mon épouse comme tu sais le film du mec qui après il y a un film avec Tim Seat où le mec a perdu son job et comme il veut rien dire à personne, il assassine toute sa famille. Donc je lui dis oui, tu te souviens pas de ce film ? Du coup, je sais plus le nom, caricature, mais c'est une option éventuelle, je sais plus comment s'appelle le film. C'est une option éventuelle que je rejette a priori. Je me dis est-ce que je deviens alcoolique, méchant etc. Je dis plutôt pas. Et non, je me dis écoute, de toute façon, c'est ainsi fait. Je rentre, je bois un verre de pinard et au bout de 15 jours, je passe à autre chose. Bon. C'est quoi autre chose ? Au début, c'est 15 jours de vacances. Conférence au début, toujours. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était fin juin, donc il y a eu les vacances. Je passe en gros juillet-août à dépatouiller tout ça d'un point de vue juridique, très compliqué, avec des tas de saloperies derrière, enfin des trucs pas très agréables. Et puis, début septembre, 15 coups de fil de gens qui me disent écoute, t'auras un peu plus de temps, là, tu veux pas revenir faire un peu de conférences ? Moi, je continue à en faire parce que faut quand même savoir que pendant très très longtemps, on s'est payé au SMIC et que mes conférences finançaient tout le reste, y compris les revenus de mon associé, pour une grande partie. Donc, effectivement, il y en avait un peu, mais je pouvais pas en faire beaucoup. Il faisait des conférences, lui aussi ? Un peu moins. D'accord. On va dire qu'il en faisait, oui. Et du coup, on m'appelle beaucoup en septembre pour dire viens peut-être recommencer à faire des conférences. Et je me dis finalement on va se mettre un peu en roue libre pour quelques temps en attendant une nouvelle aventure. Et puis juste après, il y a BFM Business qui m'appelle pour me dire est-ce que tu veux pas commencer à animer une émission de radio consacrée aux entrepreneurs ? Je dis tiens, pourquoi pas ? Et puis du coup, je recrée une boîte en fait tout de suite pour gérer un certain nombre de trucs. Et puis petit à petit, je me suis réinséré dans une vie un peu de slasher sur différentes activités qui effectivement aujourd'hui est faite de pas mal d'interventions publiques sur plein de sujets, puisqu'après il y a eu 4 bouquins, plusieurs sujets, beaucoup d'animations d'événements. J'anime beaucoup d'événements, radio, télé, édition et auteur et éditeur de bouquins. J'ai mis quelques pépites dans quelques startups, j'ai fait quelques investissements immobiliers en parallèle, et puis je continue à me dire que là en ce moment je travaille peut-être sur réfléchir à un projet nouveau, plutôt entrepreneurial, pour la première fois depuis longtemps d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai une vie beaucoup plus légère, faite de tout ça, de tout ce que je te raconte depuis le début. Finalement, Columbus, c'était pas tranquille. C'était pas tranquille du tout, mais c'était passionnant. Non, honnêtement, j'aimerais le dire parce que faut surtout pas croire que je regrette ça un seul instant. C'était la plus belle Et quand tu vois une boutique Columbus, tu es fier ? Très fier. Attends, moi j'ai été invité par eux il y a quelques semaines, aux 25 ans. Ils ont fêté leurs 25 ans il y a pas longtemps, à 2 pas d'ici en fait. Les investisseurs sont plus les mêmes. Non, mais non. D'accord. Non, sinon je ne même pas. Parce que toi, tu as toujours des billes, forcément. Ouais, j'ai gardé mes actions, bien sûr. Alors je suis très dilué, mais j'ai gardé mes actions. Non. Eux, ils sont partis à la fois mon associé et alors ils l'ont viré lui au bout de 3 mois plus tard. En gros, quand il leur a remis les clés. Et eux sont partis à peu près 1 an et demi, 2 ans après, rachetés par un family office et un garçon qui s'appelle Nicolas Richet, qui est un type fantastique, qui est vraiment, vraiment bien.
très heureux qu'il ait repris tout ça de manière extrêmement talentueuse. Et donc aujourd'hui, la boîte est une très belle boîte, dirigée par des gens vachement bien, qui sont plutôt heureux. Enfin, je sais que tu as quelqu'un dans ta famille qui avait un Columbus et qui n'a pas fonctionné, mais globalement, pour des raisons, je crois, qui n'étaient pas forcément liées à Columbus. Et effectivement, c'est aujourd'hui une très belle boîte. Donc j'ai toutes les raisons d'être fier. Non, je n'ai aucune amertume, aucun regret, aucun remords. Et puis c'est la vie et c'est comme ça, quoi. Et franchement, tu vois, ça, tu me disais, le bonheur est une décision qu'on se prend le matin, point final, quoi. C'est la plus belle des aventures, c'est la prochaine, quoi. Ça n'a aucun sens d'être ni dans le regret, la nostalgie, le remords, l'amertume. Ça ne mène à rien, et encore moins à la vengeance, qui ne sert strictement à rien. Avant de parler du post-Columbus, je voudrais juste que tu me racontes ta relation à un moment, le spot avec Starbucks, puisque tu as eu un problème. La fameuse histoire Schultz. Voilà, exactement. Je te la fais courte. Elle est croustillante, donc non, vas-y. Mais en gros, il s'est passé un truc rigolo aussi. C'est-à-dire que 1 an, 2 ans après qu'on ait démarré, Starbucks est arrivé à Londres. Je reçois un coup de fil d'un mec qui se dit stagiaire, il est stagiaire pour Starbucks à Londres, en gros, et qui va me nous rencontrer. Alors moi, hyper faté, excité, j'ai putain, Starbucks nous appelle, etc. Parce que forcément, pour moi, c'était le grand frère, Starbucks, etc. Tu t'es dit quoi, il va nous racheter ? Tu sais pas. Oh, on sait pas ce qu'ils veulent, mais enfin, on s'est dit, ça se refuse pas de rencontrer le grand concurrent, etc. Et on passe 2 jours ensemble, voir les quelques magasins qu'on avait à l'époque, on lui louvre nos louvres de compte, on lui montre tout comme un couillon que j'étais. et 24 heures après, quand il rentre à Londres, juste avant de partir, il me dit « Oh, by the way, on vous fait un procès. » En guise d'au revoir. Tu vois, je me vois encore dans nos magnifiques bureaux haussmanniens. Il te dit pourquoi ? Ah non, à l'époque, je sais pas encore pourquoi. Mais je reçois 3 jours après un papier bleu, comme dirait l'autre, expliquant qu'on a volé une marque qui s'appelle Frappuccino, que nous avons déposée en Europe et qui leur appartient, et qu'on est des voyous, des voleurs, etc. C'est vrai qu'on avait déposé Frappuccino en très très peu de temps après la création de Columbus Café, qui était quand même pas d'une créativité exceptionnelle, parce que c'est quand même guère qu'un cappuccino frappé, et que nous avions déposé dans toute l'Europe. Et du coup, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas la marque en Europe, et ils nous ont dit qu'on l'avait piquée, qu'on était des horribles voyous, sauf qu'elle était parfaitement légitime en Europe. Et ils ont commencé à nous menacer de plein de trucs, etc., qui a duré quelques temps. Je sais pas exactement quand c'était, je sais que ça s'est débouclé en 98, au dernier trimestre 98, par toute une série d'allers-retours avec les patrons de Starbucks. Et il y avait un garçon qui s'appelait Howard Behar, qui était le patron de l'International, à l'époque où l'International, c'était pas grand-chose, c'était juste l'Angleterre, d'ailleurs, parce qu'ils ont sorti des États-Unis en 96 ou 17 pour aller en Angleterre. Ils ont racheté Seattle Coffee Company en Angleterre. Et on avait des rapports. Ils nous disaient, bon, écoutez, au début, c'était des rapports très très durs. En gros, vous êtes des voyous, des machins. Frappuccino, c'était quasiment 6 mois après la création de Columbus, il y avait du Frappuccino dans toute l'Europe. Donc c'est bien ce qui les emmerdait, parce que Frappuccino... Ils ne pouvaient pas venir, oui. D'abord, ils ne pouvaient pas vendre du Frappuccino en Europe, effectivement, et ils ne pouvaient pas non plus vendre de leur boisson Frappuccino en grande distribution. Dont il faut savoir qu'elle était également en partenariat avec PepsiCo. C'est-à-dire que c'est PepsiCo qui distribue Frappuccino en bouteille dans les supermarchés. D'accord. Et quand ils se sont aperçus que ces espèces de jeunes couillons français possédaient cette marque et qu'ils avaient zappé qu'ils l'avaient pas en Europe, ils ont commencé à nous attaquer. Et c'était leur tour. En disant, de toute façon, ces 2 petits mecs à la con, sans avocat, on va les niquer tout de suite, etc. Sauf que nous, alors là, pour le coup, j'aime bien le concept du village gaulois qui résiste, parce que je considérais que j'avais tous les droits pour moi. Et on se battait, et plus on se battait, plus ils nous disaient, bah, écoutez, ok, on va se calmer un peu, on va vous la racheter. Et puis on voulait pas, et puis je disais non, c'est hors de question, etc. Et on était dans une merde à l'époque, on savait même pas comment on allait payer ni le loyer, ni l'URSSAF, etc. Mais il m'avait énervé. Et là où ils m'ont énervé, en gros, je te le fais court, mais où j'apprends un jour, ils m'envoient dans une lettre d'avocat un certain nombre d'informations sur moi et ma vie quand je vais à New York, du style mon adresse personnelle, quand est-ce qu'ils m'ont vu là-bas, enfin des trucs. Je dis mais putain, mais comment ils ont su ces trucs-là? Et là, je suis devenu un peu hystérique. Et je me suis dit, là, ils vont un peu trop loin. Et je leur ai dit, c'était en novembre 98, je leur ai annoncé, alors j'ai regardé un peu sur Internet, qui suivait la valeur boursière américaine de Starbucks, qui est SBUX. Et il y avait 5 à 6 analystes connus qui, tous les jours, disent Starbucks, achetez, vendez, etc., selon un peu le marché de Starbucks, etc. Et je leur dis, c'était pas un coup de bluff parce que j'allais le faire. J'écris donc à ce Howard Behar qui commençait franchement à me faire chier, que j'allais aller à New York, puisqu'il continue à m'emmerder, et que j'allais annoncer le 1er novembre 98 aux 4 analystes dont je lui redonnais le nom qu'ils ne possédaient pas la marque Frappuccino en Europe, et qu'on verrait ensemble l'impact sur leur cours de bourse le lendemain, etc.
Et là, il m'a appelé immédiatement. 2 heures après, j'avais un coup de fil de Howard Bayard me disant « Oh, Philippe, please, relax, il faut qu'on se parle, etc. Vous voulez pas qu'on se rencontre ?» J'ai dit « Bon, je veux bien vous voir, mais moi, je veux bien rencontrer uniquement Schulz. » Je me rappelle lui avoir dit « Je vois pas les sous-fifres. » Alors que, en tant que président, je ne rencontre que les présidents. C'était horriblement prétentieux de ma part, mais il fallait bien, face à ces mecs-là, montrer qu'on n'allait pas se faire rentrer dans l'arbre. Et du coup, non, pas de problème, venez à Seattle, on rencontrera Howard, vous verrez Howard, machin, etc. Howard Bayard, le fameux Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Et quand je suis arrivé, effectivement, je décidé d'y aller. On va voir ce qu'ils veulent. Et quand je suis arrivé, effectivement, à Seattle, je me souviens toute ma vie d'être arrivé à l'accueil, et la nana me dit Mr. Schultz va vous voir tout de suite, alors que je devais d'abord voir Bayard et Schultz après. Je trouvais ça surprenant que ça soit Schultz, et en fait il a bypassé en fait Bayard, il m'a amené dans son bureau, il a passé une demi-heure à me draguer, à me séduire. Non, Philippe, tell me about your life, racontez-moi, adorable, sympa, affalé dans son canapé avec un cappuccino. Quel âge? Écoute, il avait quel âge à l'époque? C'est un type qui a aujourd'hui 65 ans, 70 ans peut-être, 65, je sais pas, il devait avoir 50 ans. Et au bout d'une demi-heure, il devient hystérique. Il m'insulte, il me dit I'm gonna crush you, you're an asshole. Il m'insulte, mais il m'insulte. Vous nous avez volé ça. Je lui ai expliqué qu'on n'avait pas volé la marque, on l'avait vu, etc., qu'on l'avait créé. Et il me dit je vous crois pas un mot, vous êtes une enflure, etc. Je vous écrabouillé. Et il est devenu dingue, quoi, en gros. Et moi j'étais là, je me dis c'est un dingue le mec. Et il se lève, il me dit mais enfin, il y a des gens qui veulent négocier avec vous, je vais vous emmener vers les gens qui veulent négocier. C'était le fameux Howard. Je l'ai suivi, il est sorti de son bureau, je l'ai quitté toute ma vie. Je me avec ma sacoche là, en train de suivre dans les couloirs, hystérique, en train d'hurler. Et il m'a amené chez Howard Bayard, il m'a abandonné, il m'a pas dit au revoir. Et Bayard me dit oh Philippe, nice to meet you. Je lui dis mais il est dingue le mec. Et il me dit non, he's very emotional. T'es gentil, mais moi aussi je suis vachement emotional. Il est en train de m'écrabouiller. Et du coup, Bayard a voulu essayer jouer alors c'était vraiment bad cop, good cop. On avait le bad cop, après c'était le good cop qui me disait non mais calmons-nous, on va trouver un deal. Et j'ai dit écoutez, on trouvera pas de deal dans les conditions que vous me proposez. Je suis parti sans deal. Et ça les a beaucoup énervés. Et après, pendant 2 mois, il m'a appelé tous les jours pour ajouter des milliers de dollars au rachat de la marque, qui s'est clôturé fin 98 et qui a sauvé Columbus. Et toi, tu te disais pas assez cher. Je me disais que plus ils étaient énervés, plus j'aimais la marque. Ouais. Moi, j'avais envie de m'en séparer. Voilà. Et du coup, je m'en suis séparé parce qu'au fond, ça n'avait pas beaucoup de sens. Pour nous, elle n'avait pas d'autres valeurs. Il ne faut pas faire chier l'ours. Voilà, exactement. Comme ça, tu sais. Mais quelque part, ce qui est drôle, si tu veux, c'est que aujourd'hui, on est quand même un acteur important sur le marché français. Enfin, je dis on, tu vois, comme si j'étais encore, mais ils viennent de racheter une boîte en Pologne de 30 magasins, etc. Et on ne serait pas là s'ils n'avaient pas essayé de nous attaquer. Parce qu'en fait, je pense que je ne dévoilerai pas le montant, mais les centaines de milliers de dollars qu'ils ont payé cette marque a sauvé la boîte à l'époque. Donc, comme quoi, si tu veux, sans ça. Et puis, il faut se battre parce que franchement, moi, je pense qu'on avait le droit pour nous et qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse chier parce qu'ils étaient américains, qu'ils avaient des investigateurs privés pour savoir ce que je faisais. Mais tu aurais pu dire, pour éviter un procès avec un gros, je cède. Non, fuck them. Il faut le faire, il faut y aller. Il ne faut pas faire chier l'ours, voilà, t'as compris pourquoi. Ouais. Post-Columbus, donc 2003-2012, chez chroniqueur. L'entreprise, les Échos, BFM, explique-moi un peu. Non, l'entreprise. Encore un média. C'est vrai que l'entreprise qui était l'expansion des PME est mort aussi. Je pense que je porte la chkoumoune dans la presse française. Peut-être que j'arrête d'écrire des conneries. Non, j'ai écrit des chroniques. En fait, à partir de la publication de mon bouquin Bienheureux les fêlés, qui était l'histoire de Columbus, qui est sorti en 2004, que j'ai écrit parce que 10 ans plus tard, j'avais envie de raconter comment on avait vécu toutes ces aventures. C'est un bouquin qui a donné, lui, envie d'entreprendre. C'était d'ailleurs, ça s'appelait Tout le monde peut créer son entreprise, je crois que c'était le sous-titre, qui a vraiment créé à plein de gens permis à plein de gens de se dire, même dans l'adversité, ils ont fait un truc. Et donc moi, quelle année, pardon ? 2003, Bienheureux les fêlés. Ouais. Qui est sorti. Parce qu'aujourd'hui, créer l'entreprise, c'est cool, c'est fun. C'est cool. Mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Ouais. Et surtout, les gens n'aiment pas l'échec, les gens n'aiment pas l'adversité. Donc je voulais démontrer que d'abord, c'était un peu ma psychanalyse perso. Au bout de 9 ans d'enfer, globalement surmonté, je m'étais dit c'est bien de le raconter, ça m'a fait du bien. Et en plus, ça a permis à des milliers de gens de créer des boîtes, donc c'était très bien. Mais suite à ça, effectivement, pas mal de gens avaient repéré ce bouquin, notamment dans la presse. Et effectivement, mais ça, c'était déjà le cas avant. D'ailleurs, j'écrivais dans l'entreprise très tôt. D'ailleurs, j'ai écrit une chronique mensuelle tous les mois pendant, effectivement, à ce moment-là. Et puis après, il y a eu BFM qui m'a dit en janvier 2005. BFM Radio à l'époque. Il n'y avait pas encore de télé. Et ça ne s'appelait pas BFM Business parce que même BFM TV n'existait pas.
m'a dit tiens, on cherche depuis longtemps un entrepreneur qui à peu près tenir un micro pour rencontrer, interviewer des entrepreneurs, ce que j'ai fait à grand bonheur pendant 14 ans. Donc ça, c'était effectivement le début d'une belle aventure aussi avec BFM, qui se poursuit aujourd'hui avec des émissions un peu plus ponctuelles et un peu moins permanentes, mais c'est un peu ma deuxième famille aussi, BFM Business pour le coup. Et les conférences, c'est toujours sur le même thème? Est-ce que tu as évolué? Oui, sans doute. Le digital a dû te faire évoluer de toute façon. Tout. Et puis mes bouquins. Avant, quand j'ai commencé, on parlait que de clients. Après, on a commencé à parler un peu de changement. Après, on a commencé à parler d'esprit d'entreprise avec Bienheureux les Fêlés. Et après, il y a eu mon bouquin Service compris 2.0 que j'ai dû retitrer parce que j'étais attaqué sur le titre, qui du coup m'a fait rentrer effectivement dans le service à l'heure d'Internet et du numérique. Donc les sujets sont les mêmes, mais dans un contexte différent. Et puis je te cache pas que je pensais jamais que je serais amené à parler d'optimisme dans des conventions business, mais pour autant c'est tous les jours. C'est-à-dire que les mecs ils m'appellent peut-être comme un pro entre guillemets de l'expérience client, mais ils me disent mais venez leur redonner la pêche. Enfin, on marche sur la tête quand même. Les mecs me disent j'aimerais qu'ils repartent avec la pêche parce qu'ils n'ont pas la pêche. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu fou. Donc toutes les thématiques autour qu'on évoquait sur l'optimisme, le courage, etc. Sont des thèmes business aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense même qu'à l'ère d'Internet, de l'IA, de la techno, de la data, de tout ce que tu veux, du cloud, je pense que les soft skills, tout le monde le sait, tout le monde le dit, vont être moins importantes que les hard skills vont être moins importantes que les soft skills, et que quelque part, on va envie d'acheter auprès de gens qui nous rendent heureux, qui nous font nous sentir bien. C'est-à-dire que d'avoir des gens qui ont la pêche, qui sont optimistes, qui sont souriants, aujourd'hui, c'est un bonheur. Et c'est une obligation professionnelle. Ce qui est donc un sujet business. En pleine période de grève, tu dis à un moment, tu indiques que la France est déprimée, qu'elle n'a plus de projet. C'est vrai. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, elle n'a pas de projet. Elle est pas... Tu sais, une des raisons qui ont fait que j'ai écrit « Ne me dites plus jamais bon courage », c'est d'avoir entendu un philosophe un soir à la télé dire « La France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé. » Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on a un énorme problème d'absence d'envie d'avenir. Et on se réfugie. Il y a de très bons bouquins qui sont sortis sur le concept de « C'était pas mieux avant ». Et on a quand même cette espèce de nostalgie du passé totalement idéalisé que je ne comprends pas. C'est un manque absolu de perspective historique que de penser que le début du XXe siècle était sympa. Tu vois, c'est quand même relie un peu l'histoire de la première partie du XXe siècle. Franchement, j'aurais pas envie de la revivre, hein. Même si effectivement après c'est devenu beaucoup plus sympa, mais on oublie des choses incroyables en termes. J'ai vu encore monter le niveau de l'espérance de vie là en 50. On a gagné 20 ans depuis quasiment les années 50. Enfin, c'est un truc de dingue. Je crois qu'on n'a pas décemment le droit de dire que c'était mieux avant. Et je ne comprends pas, encore une fois, d'où vient cet état d'esprit négatif. Donc c'est pour ça que je lutte tous les jours, que ce soit par des conférences, par des bouquins et par même du one-to-one. Et puis je vais te dire un truc, je vais être plus violent que ça. Je pense qu'il y a des gens toxiques. Et que quand ils veulent pas changer, il faut les éliminer. Alors j'entends pas physiquement, mais moi j'élimine de mon environnement les gens qui détruisent mes rêves. Ils me font chier. J'en ai plus besoin. La vie est trop courte pour s'entourer de gens qui ne rêvent pas avec toi, quoi. Faut faire le job chacun pour nous, chacun autour de soi, on peut, je crois, faire évoluer tout ça. Oui, tu fuis la plainte. J'essaie de la combattre et puis à un moment j'abonne, j'écoute. Il n'y a pas de raison en fait. Pour toi, je m'entoure de à part gens. La santé. Quand j'observe des dérives, soit d'ailleurs éthiques, je me suis moi séparé de certains de mes copains que j'ai trouvé dérivés vers des postures pas acceptables en termes de racisme, de rejet de la différence, de gens qui s'enfoncent dans des côtés manif pour tous ces machins-là. J'avoue, je fais le tri maintenant des gens dont je partage pas les valeurs. Même si je les ai partagés, enfin plutôt là, on a partagé de l'amitié, mais quand j'ai plus de partage de valeurs, peut-être que c'est parce que je vieillis, mais j'ai plus de temps à m'emmerder pour les gens qui partagent pas avec qui j'ai plus envie de me battre quand il y a des trucs. S'il y a des combats qui sont pas faciles à gagner, quand les gens s'enferment dans une posture un peu systématique sur des sujets qui sont pas acceptables, je ne me bats plus. Ton dernier livre, trop de gens bien. Startup Academy. Un échec. Un échec ? Oui, absolument. Ouais, c'est un échec. Je crois que le bouquin est mieux que son titre. Et d'ailleurs, je m'en veux parce que c'est Stéphane Soumier qui a quand même beaucoup de talent et qui n'est plus sur BFM Business maintenant, mais qui, quand il m'a interviewé sur le bouquin il y a un peu plus d'un an, m'a dit « J'ai adoré ton bouquin, mais il est mal titré ».
Et il a absolument raison. J'ai voulu trouver un titre qui explique. Mais le bouquin est bien. J'en sais rien. Si, moi je l'ai lu. Moi je trouve qu'il est pas mal, mais malheureusement il n'a pas marché. C'est le seul qui a pas vraiment qui a pas marché. J'ai fait 2 erreurs. En fait, l'idée du bouquin, c'est une plongée dans les codes des startups pour en comprendre un peu le fonctionnement à usage de l'ancienne économie. C'est là que j'ai raté le truc, parce qu'en fait j'ai donné un titre qui fait penser que c'est apprenez à créer votre startup. Et le sous-titre qui explique le bouquin, qui dit comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, il est caché par le bandeau avec ma gueule qui n'a aucun intérêt avec le titre de mes précédents bouquins. Tu peux pas le ressortir j'ai pas l'énergie ni l'envie. Je pense pas qu'il le mérite. Non, mais j'aime pas je préfère apprendre de cet échec pour en faire un en tenant compte de cela. Non, je crois que le bouquin, il a raté sa cible en fait. Il a raté toutes ses cibles. Il a raté notamment celle et je pensais que c'était pour moi un peu le territoire un peu naturel, parce que je passe ma vie dans des conventions d'entreprise de l'économie traditionnelle, des banques, des assurances, des mecs qui sont vraiment confrontés à la transfo digitale, à l'apparition de nouveaux business models, à l'ubérisation, qui passent leur temps à dire ce qu'il y a dans le bouquin à leurs équipes, mais qui n'ont pas compris que ce bouquin les aiderait à faire passer le message à leurs équipes, et du coup ils sont passés à côté. Et du coup ce qui avait fait le succès de la plupart de mes bouquins, c'est d'être massivement offert par des entreprises à leurs salariés notamment, je l'ai raté. Donc en fait j'en ai qu'à m'en prendre à moi-même en tant qu'auteur et éditeur. Tant pis pour moi, mais le bouquin... Non, ce que je vais peut-être faire, c'est le faire en version audio. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, de plus en plus, c'est assez marrant, parce que moi, j'avais... J'ai pas trouvé de bouquin en version audio non, il n'existe pas. Mais... Non, aucun, je crois. Non, si, Service compris, il existait en 1987 en cassette audio, figure-toi. Et on avait vendu des tonnes. C'était un des premiers bouquins en cassette audio, c'était de la cassette. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'audio prend le relais, en fait, du livre numérique, d'ailleurs, parce que le livre numérique plafonne beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance du livre numérique. En fait, il plafonne à 10, 12, 15% de lecture. En revanche, le livre audio explose, parce qu'on fait en bagnole, dans les trajets, etc., avec aujourd'hui la connexion entre ton iPhone, ta bagnole, etc. Et du coup, je le ferai peut-être ou pas, ou je passerai peut-être à autre chose, et c'est sans doute ce qui va se passer avec un autre bouquin, peut-être. Tu fais une opposition entre les grands groupes et les startups. Au niveau de la gestion, tu dis aujourd'hui, une boîte, il faut qu'elle s'oriente vraiment vers le côté startup, agilité, rapidité, prise de décision rapide, par rapport aux grands groupes qui ont cette bureaucratie, des réunions qui n'en finissent pas, un projet qui met 5 mois à sortir. Explique-moi un peu ta vision. J'ai rien inventé, tout le monde le sait. Les grands groupes ont pour elles la puissance et contre elles l'absence d'agilité. Dans un monde où tout va très vite, et où elles découvrent un truc qui est terrifiant pour elles parce qu'elles l'ont jamais vécu, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques des startups, c'est qu'elles vivent l'incertitude dès le premier jour. Elles savent pas où elles vont, d'où elles partent, et elles savent à peu près où elles veulent arriver. En gros, c'est changer un peu, rendre le monde un peu meilleur. Je caricature, même si c'est toujours très ambitieux, mais en tout cas, c'est quand même un peu souvent de là que ça part. D'une frustration personnelle souvent des entrepreneurs. C'est pour ça que moi je l'ai vécu pendant 14 ans sur BFM ou 15 ans. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui marchent sont souvent des gens qui résolvent un problème qu'ils ont rencontré qui n'était pas résolu par d'autres. Et ils ont découvert un marché à partir de cette... Uber a été créé par ça. Uber, ils ont créé une autre façon de trouver des taxis, là où ils n'en ont pas trouvé un soir à Paris au pied de la Tour Eiffel. Donc c'est intéressant. Simplement, effectivement, les grands groupes découvrent l'incertitude et parfois de manière un peu douloureuse. Elles découvrent l'absence de visibilité, la complexité. Elles découvrent que plus elles grandissent, plus la croissance crée de la complexité, et la complexité génère des process. Et là, on en rejoint mon autre sujet de prédilection qui est l'expérience client, c'est que le process, il va le plus souvent à l'encontre du bon sens. C'est-à-dire que plus les boîtes grandissent, plus elles se contrôlent leur fonctionnement parce qu'elles sont plus nombreuses, avec des niveaux hiérarchiques intermédiaires, et les process sont censés aider à prendre des décisions. Et le plus souvent, elles oublient que la règle d'or de chez Amazon, c'est qu'il y a toujours une chaise de plus que le nombre de participants dans toutes les réunions. Cette chaise, c'est la chaise du client qui nous écoute même quand il n'est pas là et dont on doit prendre compte de son confort à chaque décision que nous prenons. L'idée claire étant que l'objectif numéro 1 de n'importe quelle boîte doit être de simplifier la vie de ses clients, mais que simplifier la vie de son client, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi. Et malheureusement, on choisit toujours plutôt de se compliquer celle du client que sa vie à soi. Donc aujourd'hui, c'est ça que doivent réapprendre en fait l'économie traditionnelle, grand groupe ou pas d'ailleurs, je dis plus économie traditionnelle, c'est de se dire qu'à l'évidence, et je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, le business, l'évolution est tellement rapide et unique dans l'histoire du monde, au niveau mondial. Le monde change en même temps, sur tous ces sujets en même temps, et qu'on n'est qu'au début des ravages potentiels de l'intelligence artificielle sur la plupart de nos jobs,
que l'idée de se dire il faut accepter l'échec, ce qui est une des caractéristiques des startups, fail fast, comme disent les start-upers, pivoter en permanence, lancer plutôt 10 projets moyens tout de suite qu'un excellent projet dans 5 ans, c'est tous ces éléments-là qui sont fondateurs de l'esprit startup que je pense que les grands groupes peuvent commencer un petit peu à regarder. Ils resteront des grands groupes avec leur force, hein, parce que les grands groupes, n'oublions jamais qu'ils pourront prendre leur revanche quand ils auront bien compris qu'ils ont pour eux la distribution. C'est-à-dire que les startups, elles ont l'innovation, mais elles n'ont pas la distribution. C'est-à-dire que lorsque tu as une bonne idée un peu disruptive, le problème, c'est comment tu vas la distribuer, la faire connaître avec peu de moyens d'une startup. Les grands groupes, ils ont la distribution, ils distribuent déjà plein de choses, mais pas forcément les choses adaptées à notre époque. Donc quand ils arriveront à mettre effectivement de l'innovation dans leur puissance, ils auront un avenir qui ne sera jamais assuré pour autant, parce qu'aucun avenir n'est plus assuré. En revanche, ils peuvent retrouver un peu d'agilité et d'innovation mise en œuvre. C'est ça un peu l'esprit start-up. Il me semble qu'à New York, ton voisin, c'est Simon Sinek. Ouais, c'est marrant. Toujours ? Ouais, toujours. Alors, je sais pas, j'y vais dans 3 jours, je te dirai s'il est toujours là. Ouais. Non, c'est assez marrant. C'est un anglais à la base, non ? C'est un anglais, ouais, c'est un anglais, Simon Sinek. Il est, tu sais, à New York, je suis dans un coop. Le coop, c'est un truc un peu particulier parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, tu as soit des condominiums qui sont une copropriété classique, soit un coop qui est un truc horrible, globalement, en ce sens que c'est une société, un coop, dont tu es actionnaire, et à ton action est lié l'usage d'un appartement. En ce sens, c'est très bizarre parce que le coop, il est comme dans toute boîte, il a un board. Et le board décide qui va habiter là. C'est le truc horrible. Donc il faut que tu sois validé. Tu as des entretiens avec chaque copropriétaire pour dire s'ils veulent bien de toi dans l'immeuble, ce qui est un truc abominable. Il se trouve que la plupart des immeubles sympas dans Manhattan, qui ne sont pas des tours de 50 étages, sont des coops. Ces petites maisons sympatoches que tu vois avec les escaliers façon Woody Allen, dans les quartiers sympas, ce sont des coops. Donc il faut passer par les fourches codines de la copropriété pour être accepté. Et quand j'ai voulu acheter, on m'a dit jamais un Français ne sera accepté en n'habitant pas sur place en permanence. Il se trouve que mon épouse est noire américaine et les couples mixtes à l'époque, c'était il y a 20 ans, enfin, un truc bizarre quand même, dire est-ce qu'ils vont accepter un noir, un blanc, enfin un truc de dingo quand tu réfléchis aujourd'hui. Et du coup, j'avais été accepté par le board. Et du coup, le board, je trouve ça abominable comme système, mais si tu veux habiter dans ce genre d'immeuble, il faut passer par là. Tout ça pour dire qu'il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, je vois un dossier de l'immeuble, l'appartement sur mon palier, mais il est juste un peu en dessous, mais on est sur la même porte d'entrée. Je vois un nom, Simon Sinek, qui déposait son dossier d'acheteur de l'immeuble, de l'appartement d'à côté. Du coup, je regarde ce qu'il fait, et je découvre que c'est une star internationale depuis qu'il a inventé 3 lettres qui s'appellent Why, et son bouquin sur le Why. Et du coup, c'est un mec qui est assez sympa, qui est très brillant à l'évidence, et qui est un peu le même métier que moi. Il écrit des bouquins, il fait des conférences dans le monde entier. Enfin, moi, je le fais pas dans le monde entier, j'en fais un peu en Europe, mais tu le fais en anglais ou pas ? Je le fais en anglais, ouais, j'en fais en anglais aussi. D'accord. Mais le mec est très sympa. Je te cache pas qu'il a un peu le melon, parce que quand il est là à dire I can't believe mon dernier post a fait 200 millions de vues, il te le dit quand même comme un mec qui est content de te dire qu'il a fait 200 millions de vues en racontant quelques trucs sur internet. Mais c'est marrant, voilà, c'est drôle parce qu'effectivement il a dans son escalier à l'entrée des tonnes de bouquins traduits dans toutes les langues. Je te parle de lui pour cette histoire de Why, justement, parce que je voudrais comprendre quelque chose. Pourquoi des boîtes comme Orange, quand ils sortent une enseigne connectée, ça sonne faux ? Alors que des gros groupes, là on parle de grands groupes comme Apple ou comme Amazon ou peu importe, sortent des enseignes connectées qui fonctionnent. Pourquoi Orange, ça sonne faux ? Je sais pas si c'est ça qui sonne faux. Avec leur truc, je sais plus comment il s'appelle, là, leur nouvel assistant. Là. Ouais. J'ai un trou de mémoire. Je trouve pas que ça sonne faux. Je trouve que ça sonne tard, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement que ça sonne faux, c'est qu'ils arrivent après la guerre. On n'a pas besoin de 550 enseignes connectées. Et malheureusement, là, tu es en train de mettre le doigt sur le truc le plus important en matière de business, notamment quand on est dans l'innovation. C'est ce que les Américains appellent le first mover advantage. Le time to market. L'avantage au premier attaquant. C'est-à-dire que c'est quand même, quand tu as une bonne idée et que c'est à peu près le bon moment, tu gardes durablement l'avantage. Pour l'instant, je suis désolé, on n'a jamais remplacé un certain nombre d'innovations de Steve Jobs. Et globalement, la raison d'être et tu dis un peu le why, je crois que ce sont 2 choses différentes. Et tu sais sans doute d'ailleurs que dans quelques semaines ou quelques jours, je crois, Orange va dévoiler, après une énorme consultation du groupe, quelle est sa raison d'être. Et justement, qu'est-ce qui motive les gens, chaque agent d'Orange ou chaque personne d'Orange le matin pour aller bosser. Je pense qu'effectivement, le why est un driver phénoménal de crédibilité pour les clients aujourd'hui, notamment dans le B2C, de se dire on achète à une entreprise qui a une espèce de logique globale dans ce qu'elle fait, de la façon dont elle le fait. Tu sais, l'autre jour, j'animais en fait un truc qui s'appelle Impact PME,
Il y avait le fondateur de C'est qui le patron, que tu connais sans doute, que Mmh. tu devrais interroger parce que c'est un mec très intéressant, qui a créé cette nouvelle boîte de création de produits alimentaires. Notamment, il a commencé par le litre de lait. Et il a expliqué qu'il allait en ce moment, ils allaient lancer une application de type Yuka, mais personnalisée, où tu pourras déterminer quels sont tes critères de choix d'une marque, selon sa capacité à peut-être privilégier la diversité, à utiliser, à respecter la planète, à mieux payer ses salariés, etc. Toute une série de critères, tu vas pouvoir voir. En plus de la santé. Si elle répond en fait globalement à tes critères personnels sur ton adéquation aux valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est une des choses, puisque tu mélanges un peu, si je peux me permettre, deux sujets dans ta question. Le why est un truc fondamental, de plus en plus important pour qu'on sache quels sont les combats que mènent les boîtes et pourquoi elles se battent le matin et ce qu'elles offrent à leurs équipes, à leurs clients. Je crois qu'Orange, qui est une espèce d'énorme machine, est en train d'essayer de le mettre en œuvre. Mais la raison pour laquelle on n'a pas forcément envie d'acheter son truc-là, c'est que on considère qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut sans passer par elle et qu'ils arrivent avec un truc qui est ni mieux ni moins bien, qui ne sert pas plus que d'autres. Et qu'aujourd'hui, c'est un MeToo. Et qu'un MeToo, ça, aujourd'hui, on a déjà, et que tu sais bien qu'en matière de techno, en général, quand l'idée est bonne, on va vers le leader. Enfin, si iPhone continue à vendre des trucs à 1600 €, alors que franchement, il y a beaucoup, beaucoup moins cher sur des trucs chinois, c'est qu'ils ont longtemps été cette espèce d'image d'innovateur idiot-proof, parce que leur force, c'est quand même que c'est le truc le plus simple à utiliser du monde. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plutôt ça le problème d'Orange. Il a été, sur la techno, ils ont été plus suiveurs qu'innovateurs, mais leur force et leur puissance. Donc ça compense. Mais si je reviens sur Startup Academy, ça protège pas éternellement la puissance. Quand tu perds le sens de l'innovation avant les autres. C'est pas, pour moi, Orange n'a jamais été une boîte innovante. Elle a été un énorme mastodonte nous permettant d'accéder à la nouvelle technologie. Tu es investisseur dans des startups comme Chanty, qui est passé sur ce podcast. Récemment, oui. Je voudrais rappeler un titre de challenge. Startup, cette folie douce qui pousse à lever de l'argent plutôt qu'à gagner de l'argent. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi une startup? C'est obligatoirement le passage de lever de l'argent, c'est un passage obligatoire? Non, bien sûr que non. T'as l'impression qu'ils sont plus attirés par tu as eu différentes phases. Différentes phases, les années 2000 où tu avais tout l'argent qui allait sur la technologie, tout d'un coup, milliards qui se déversaient dans l'économie Internet, etc. Tout ça s'est calmé après. Aujourd'hui, start-up, on appelle toute boîte qui se crée, c'est une start-up, alors qu'avant on appelait ça une boîte. Enfin, je veux dire, c'est la nouvelle terminologie de création d'une boîte, une start-up. Ouais. Dès lors que tu mets un peu de technologie, ça devient une start-up. Non, je pense que il y a eu et il y a tellement d'argent malgré tout, même s'il est quand même difficile d'enlever pour certaines startups, tellement d'argent qui s'est déversé sur ce secteur d'activité encouragé, et c'est formidable par le gouvernement, par ce qu'a fait avant Hollande déjà. Enfin, je suis pas un grand fan d'Hollande, mais enfin, il y avait quand même déjà tous les gouvernements successifs ont quand même promu cette énergie entrepreneuriale française depuis toujours. Il fleur plein de rien, ouais, franchement, enfin bon, encore une fois, c'était pas ma tasse de thé, mais globalement, ils ont fait le job. Macron, il est identifié comme Monsieur Startup, French Tech, etc. C'est dommage pour lui parce que du coup, ça lui fait du tort, alors que c'est vachement bien qu'il le soit quand même et qu'il promeuve cet état d'esprit français, qui a aujourd'hui démontré qu'il y a cette énergie, cette créativité unique au monde, je pense, dans un pays aussi petit que la France. On a une telle énergie avec un volume de talent qui est phénoménal. Je crois qu'effectivement, tu sais, dans Startup Academy, je termine par tout n'est pas bon dans la startup. Et il y a une quinzaine de points qui sont un peu ce sujet-là. C'est que je crois que souvent les start-upers confondent les likes et les clients. C'est très con, mais quand on te dit, j'ai eu, même Chanty, quand elle nous dit elle a 90 000 ou 100 000 followers sur Instagram, c'est génial, elle les a. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle gagne du pognon. Et qu'en plus, elle est incroyable, cette fille. Elle est absolument hallucinante. Enfin, je sais que tu l'as reçue. Quand avec ses biscuits personnalisés, je me souviens que quand on est rentré, on est plusieurs un peu. Tout est possible en plus. Elle démontre que tout est possible. Extraordinaire. Elle crée, elle fait tout. Elle est exceptionnelle surtout. Elle est exceptionnelle sur les réseaux sociaux. Elle a créé un laboratoire de je sais pas combien de mètres carrés avec 10 personnes ou 15 personnes. Quand je lui dis tu en es où, combien il te reste de l'argent qu'on a mis chez toi, elle dit je n'ai pas touché pour le moment, alors qu'entre-temps elle a fait des investissements, etc. Donc ça, c'est une vraie start-upeuse de rêve. C'est-à-dire que le pognon n'est pas son truc. Enfin, je pense qu'elle en gagnera beaucoup à un moment, je lui souhaite, parce que c'est peut-être le résultat d'un truc. Tu sais, l'argent n'est jamais un objectif, c'est le résultat d'un truc qu'on a plutôt bien réussi. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, j'ai aucune rancœur face à Columbus. J'ai pas été capable de créer une boîte qui a fait gagner de l'argent sans passer par les actionnaires. Donc, dont acte. Donc, j'ai fait avec l'argent des actionnaires et j'ai plus eu le pouvoir. Ok, il n'y a aucun sujet. Quand tu es obsédé plus par le centime, tu sais, tous les métiers sont des métiers de centimiers, en fait. Il ne faut jamais l'oublier. Quand tu oublies cette règle de base et que tu te dis que de toute façon l'argent coule à flot et que tu mélanges à la fois que le métier de start-upper n'est pas un métier de leveur de fonds, enfin, c'est juste un moyen de développer des choses, je crois qu'on mélange un peu les gens. Je crois qu'on est
on va et on est en train de revenir globalement à plus de bon sens. Une start-up, ça restera une boîte qui normale, qui lève de l'argent pour en gagner. Et puis on passera un peu à autre chose. Je crois que l'euphorie va un peu se calmer, en fait. Mais Chanty, elle le dit clairement, elle est plus focalisée sur le projet ou même sur les followers plutôt que sur le chiffre d'affaires. Oui, mais sauf que le chiffre d'affaires est là. Mais il fonctionne, ça fonctionne. Et la gestion est là, parce que moi je regarde ses comptes, je peux dire qu'elle est quand même incroyable. Elle a tous les talents, cette fille. Et qu'est-ce que tu amènes, à part de l'argent? Tu amènes du conseil, tu amènes toute ta connaissance aux gens. Enfin, tu accélères beaucoup de boîtes? Non, j'en ai fait 5 ou 6. Je me suis plutôt loupé, hein. Honnêtement. Je me suis plutôt loupé. J'ai une aventure qui est un peu compliquée aussi, qui est dans le foot, qui est Dear Musli, qui étaient 3 jeunes mecs, qui sont 3 jeunes mecs très très talentueux, qui ont passé un peu trop de temps à investir de l'argent dans une application, dans un mécanisme de muesli personnalisé avec de l'intelligence artificielle, en omettant peut-être un peu, malheureusement, le business. Tu vois, en mettant trop de techno dans un métier qui n'en avait pas du tout, c'est un peu compliqué. Donc non, j'apporte, ça dépend des cas. Je dois avouer honnêtement qu'avec Chanty, je la vois, pas régulièrement, de temps en temps. J'essaie de lui ouvrir des portes, beaucoup, parce qu'elle est dans un métier, effectivement, il faut aller en permanence trouver des nouveaux clients. Elle est dans le B2B et le B2C. Typiquement, pour le B2B, je l'aide parce que j'ai 1500 contacts possibles pour elle. En général, ça dépend, mon niveau d'implication est vachement varié, selon les besoins. Je peux être beaucoup plus impliqué en allant trouver des partenariats, les aider à les faire financer, etc. Ça dépend des cas, en fait. On va terminer par des questions perso. Allez. Dernière partie. On parle de New York, ton amour pour New York. Pourquoi tu n'as pas vécu là-bas? T'as pas eu envie? Ta femme est américaine? Oui, tu sais, j'y vais en gros tous les 2 mois depuis 30 ans, donc j'ai un peu l'impression d'y vivre. Ouais. J'ai le meilleur des 2 mondes. C'est bien. Ouais, non, j'ai le best of both worlds. Tu as une organisation dans la semaine ou dans la journée, une routine ou Non, je bosse 7 jours sur 7, toute l'année. Tu bosses tôt? 6 heures tous les matins. Donc, je bosse toute l'année, moi, tout le temps. Là, je pars à New York une semaine, un peu de vacances, mais je vais bosser tous les matins de 6h à midi pour régler les trucs de Paris. L'après-midi, je vais aller me balader, je vais sentir l'air du temps, je vais faire un peu de sport que je fais pas assez à Paris. Je vais peut-être réfléchir à un bouquin. En fait, moi, tu sais, j'ai jamais le sentiment de bosser. C'est terrible de dire ça, mais je fais 100 à 120 interventions publiques par an, quand même. Donc c'est autant de déplacements, de voyages, il faut les préparer, il faut faire tout ça, donc ça c'est une partie de ma vie. Mais j'ai jamais le sentiment de bosser, c'est un bonheur, quoi. Donc en gros, non, et c'est pour ça que je peux aussi bosser un peu dans différents endroits. Mais à 6h du matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton café? Cappuccino, je me fais ce qu'il faut faire normalement dans la vie pour se préparer. À 7h du matin, je suis à mon bureau et je bosse. Tu lis? Je lis tout le temps la presse, j'ai lu la presse avant de commencer à bosser, la presse du jour. Et puis après, je réponds à des mails, je fais 450 trucs. J'ai fait quelques investissements immobiliers, il faut aussi un peu les gérer. Donc j'ai beaucoup de trucs en même temps. Puis tu vois, on est chez moi dans mon bureau maison où je fais tout ici seul. J'ai aucune envie d'être dans un truc classique avec des assistantes, des machins, un truc que j'ai jamais eu de ma vie d'ailleurs. Donc je fais plein de choses en même temps. On l'a dit juste avant qu'on commence. Pour moi, qui suis pas journaliste, c'est beaucoup de travail pour arriver à connaître une personne, à poser les bonnes questions, si tant est que j'en pose de bonnes. Quand tu as fait tant d'interviews, de tant de chefs d'entreprise, tu as des gens qui préparent tes questions? Comment ça se passe? Pas du tout, non, pas du tout. Non, alors... Parce que mon boulot, tu le fais tout le temps. Ouais. Enfin, je fais pas comme tu dis que tu as passé 10 heures. Oui, parce que je te plains, mon pauvre, parce que si tu as passé 10 heures à suivre ma vie, mais parce que je crois que tu as lu les bouquins aussi, c'est peut-être aussi pour ça. Mais non, d'abord, je suis un mec curieux. Mais curieux des autres, je veux dire. Je pense que il faut être curieux de toute façon. C'est obligé. Ouais. Non seulement il faut les aimer, il faut être curieux. Mon épouse me reproche tout le temps de poser trop de questions. Mais je passe mon temps à poser des questions. C'est vrai que ça la choque toujours, mais arrête, lâche-les un peu. Je dis, mais non, mais c'est ce qui s'est passé dès qu'on a pris le café tout à l'heure, tu m'as posé des questions sur ma vie. Mais oui, mais c'est agréable. Mais ça m'intéresse, je suis curieux. Et donc, quelque part, cette seule caractéristique, à défaut d'être une qualité, me donne le moyen de m'intéresser aux gens. Donc, effectivement, quand tu parles de radio, c'était 1 fois par semaine, c'est quand même pas dramatique, c'était 1 ou 2 boîtes, en 2 temps cuillère à peau, tu te renseignes un peu sur les gens. Internet facilite beaucoup les choses. Ouais, et après, je me laisse guider. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant, mais récemment, j'ai fait toute une série d'émissions un peu plus contraintes, avec des partenariats, etc. Les gens me demandaient quelles vont être les questions que vous allez me poser. Je dis, mais écoutez, je n'en ai aucune idée. Laissez-moi mon job à moi, qui est de m'intéresser à vous, de vous poser les questions que je trouve pertinentes et de faire une alchimie entre vous tous sur un plateau pour un débat. C'est mon job. Donc, c'est intuitif. C'est pas un boulot et c'est un bonheur. Tu as eu des mentors?
Ouais, Des gens que tu as admirés. Jean Boissonnat, je pense. Jean Boissonnat, ce que je veux quitter à personne. Toi, tu connais encore Jean Boissonnat? Ça te parle pas, toi? Bien sûr. Ça te parle? Enfin, c'était le créateur de l'Expansion. C'était le cofondateur de l'Expansion, qui a été pendant 20 ans le plus grand journaliste économique français, qui a fait des débats présidentiels, qui était un génie absolu du journalisme. Il avait cette espèce de capacité à prendre du recul, à écrire merveilleusement bien, à être pédagogue, enfin, type fantastique. Ouais, ça a été lui et Jean-Louis Savant-Schreiber. Jean-Louis Savant-Schreiber, les deux d'ailleurs, c'était deux mentors, l'un business et l'autre pour la partie presse, réflexion, auteur, bouquin. Et puis si aussi un oncle entrepreneur, qui est un garçon qui s'appelle Raymond Veil et qui est un horloger suisse. Les montres Raymond Veil, ouais, qui a perdu son job de salarié, enfin qui était un horloger suisse et qui a perdu son job de dirigeant salarié d'une boîte à 50 ans dans l'horlogerie suisse et qui a créé sa boîte à 50 ans et qui en a fait une des très belles marques de l'horlogerie suisse et qui a été un type d'une humilité exceptionnelle, qui était vraiment un mentor business formidable, qui a d'ailleurs sauvé la boîte aussi, Columbus, parce qu'à un moment on était très très mal et il nous a financé en me prêtant de l'argent et sans laquelle effectivement ce ne serait pas passé. Voilà mes trois mentors, ouais. Raymond et Jean et Raymond sont morts, mais heureusement Jean-Louis est encore là et je le vois régulièrement. Et ta Pierre Louis Blanche? Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, tu vois, j'en ai pas le souvenir. Tu rebondis vite en fait. Ouais, je sais pas. Ouais. T'aimes bien, ouais. Non, je n'aime pas du rebond. La vie est ainsi faite, point. Ou ta plus belle réussite? Je sais pas. D'avoir peut-être donné à certains gens qui n'ont plus le moral, l'envie de retrouver l'idée d'y aller, quoi. Je crois que ça me fait vraiment du plaisir, ça, tu vois. Je sais pas si c'est la plus belle réussite. C'est certainement pas une réussite business. Non, je crois que ma plus belle réussite, c'est peut-être par rapport à un certain nombre de bouquins, d'aider des gens à aller un peu mieux. C'est quand même très con, mais je t'assure que ça fait plaisir. J'ai tellement de témoignages. C'est-à-dire que la grande nouveauté entre avant et après sur les bouquins, c'est que maintenant les gens te parlent et t'écrivent. Et t'es en contact avec tes lecteurs, quoi. Donc c'est un truc qui est absolument génial. Donc un vrai contact. Tu distribues des conseils. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, si tu devais en donner qu'un? Ne jamais abandonner. Là, ça revient souvent. Winners, tu sais, je pourrais te le montrer. Il est dans mon bureau. J'ai un petit rocher en carton-pâte sur mon bureau, qui est un truc américain, forcément. C'est ceux qui adorent ce genre de conneries. Qui dit Winners never quit et quitters never win. En gros, les gagnants n'abandonnent jamais, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Je crois que j'aurais dû abandonner 100 000 fois Columbus, 100 000 fois différents trucs, et quand tu as cette espèce de lumière qui continue à briller au fond de toi, tu trouves des solutions à tout. Sur ta table de chevet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bouquin, il y a un iPad, un verre d'eau. Qu'est-ce que tu as sur ta table de chevet? Il n'y a pas assez d'eau, me dire à mon épouse. Ouais, je remarque qu'on a quand même discuté 2 ans moins quart. Moi, j'ai bu un demi-litre. Mais je voulais pas que ça s'entende au micro, c'est pour ça. Tu peux y aller. Non, il y a beaucoup de magazines. Et puis, je lis en ce moment un peu moins, assez peu. Il y a plutôt des journaux. Et puis, il y a un iPad. D'accord. Et tu progresses comment? Les podcasts, des bouquins? Tu écoutes tes podcasts? Un peu. Je progresse aussi en rencontrant quand même tous les jours de l'année, 120 fois par an, des gens, enfin 120 fois par an, c'est pour des interventions publiques, mais je passe ma vie dans des boîtes à rentrer dans la vie des gens, à rentrer dans les problématiques des gens, des boîtes, etc. Et donc c'est beaucoup ça. Je lis beaucoup plus je lis beaucoup de tout ce qui est autour de l'information au sens large. Des journaux américains, des journaux français. J'avoue que je lis trop peu de bouquins en ce moment. Je lis beaucoup moins. C'est dommage, mais le problème, c'est un problème d'affectation du temps. La dernière question, donc le podcast s'appelle La Combinaison. Oui. Alors finalement, la combinaison pour devenir Philippe Bloch, c'est quoi? Surtout pas le faire. Mon conseil, c'est de surtout pas devenir Philippe Bloch. C'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou un peu le tout? Il y a j'aurais dit pas mal de ces choses-là. De l'intuition. Honnêtement, je crois que je suis plutôt quelqu'un d'intuitif et je sens souvent des trucs qui se révèlent plutôt justes. De la persévérance, évidemment. De la bienveillance. C'est un truc important. Je n'aime pas dire ça parce que c'est super prétentieux, mais on dit souvent ça de moi. Alors, je crois que je suis bienveillant. Ah oui, mais même moi, quand je t'ai au téléphone la première fois, j'étais vachement chaleureux, vachement agréable, enthousiaste. Ouais. C'était sympa. Alors voilà, très bien. La bienveillance et l'enthousiasme, c'est peut-être je crois que, j'essaie de l'être en tout cas. Et je crois l'être vraiment, je veux dire, naturellement au sens, sincèrement. Philippe, merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Merci à toi, Frédéric. C'était un bonheur. Merci, à bientôt. À bientôt.
grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.